Salut à tous et bienvenue pour cette quotidienne numéro 6 du coup. Oui, vous avez vu qu'on ne fait pas de quotidienne le week-end. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui le lundi pour parler des matchs du lundi, mais aussi du week-end, vous allez voir. Salut à tous et bienvenue à FD. Comment vas-tu FD ? Bah écoute, ça va super. Je suis très content de voir déjà ma grosse gueule sur l'image quoi. C'est vrai que ça change de Brad Stevens version The Office ou c'est quoi le truc de Baptiste ? C'est qui ? C'est la figurine, la fameuse figurine de Penny Hardaway. D'accord. Tu connais pas ce phénomène culturel de milieu années 90 de la Bubblehead. Enfin non, c'était pas la Bubblehead, mais enfin c'était un truc hyper connu quoi. Le Penny Hardaway qui avait sa petite figurine. Mais ouais, alors qu'on salue évidemment tout le monde déjà qui est là dans le chat, ça fait plaisir. Abracadabra qui est là, allons-y quoi, Flowboy, Ips, excuse-moi pour le pseudo. Première apparition sur le chat, bienvenue à toi évidemment. Oui, quotidien en live, effectivement. De Beto, Bamzerito, bien sûr qui est là, Vincert, Titi Carlito, il y a tout le monde, c'est la famille déjà. Tu sais qu'on a déjà une semaine et déjà plein d'habitués. Ça fait quand même très plaisir, donc bienvenue à tous. Bon. On est sur le lundi spécial FD, on est d'accord. Bah ouais, avec l'hebdo qui est sorti aujourd'hui, je suis content. On a parlé un peu des Pacers, on a parlé d'équipes un peu nulles comme les Pacers, et puis les Pacers qui finalement ont tapé les Cavs cette nuit. Donc j'ai l'impression d'être dans l'actualité, quoi. Pour une fois, normalement j'ai une semaine de retard, et puis là j'ai l'impression d'être un peu, c'est ça, un peu dans le coup, quoi. L'hebdo, oui, on peut écouter évidemment, mais si on n'a pas écouté l'hebdo, évidemment, y a pas de problème. L'hebdo, c'est plus en longueur, c'est plus les news, des sujets. On a parlé de Gershon et Bouzélé d'ailleurs, si ça vous intéresse, d'aller checker ce passage-là. Il y a le quiz aussi, évidemment, toujours très rigolo quand c'est FD au niveau au niveau des quiz. Oh, ça va. Nicolas Vucevic, c'était pas facile. Donc ouais, évidemment, il y a pas de souci. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer, il faut quand même on va pas tarder à commencer parce qu'on a plein de matchs dont on voulait parler aujourd'hui. Ouais. Au niveau de la première semaine de quotidienne, comment est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait ? Alors soit maintenant, soit plus tard, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi parce que parce que c'était la première, donc il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas forcément bien fait, qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce que vous aimez bien aussi ? Moi, j'avoue que moi personnellement. La musique de background, on l'a supprimée dès la première émission. Je pense que c'était un peu trop fort au niveau des balances. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le quiz qu'on fait à la fin. J'avoue, je suis très très fan. Est-ce que FD, t'avais déjà fini une quotidienne ? Est-ce que tu savais qu'il y avait un quiz à la fin ou pas ? Ouais, je savais, ouais. Ouais. C'est le Curie, je crois, c'est ça, avec 30 indices. Je crois que alors ça a changé de nom parce que 30 c'était pas assez, donc on est monté à 50. Donc c'est quoi ? Ça s'appelle le j'ai joué avec, voilà. Donc on fera ça en fin d'émission rapidement. Oui, alors ok, Ips, c'est Axel sur Discord, d'accord. Avant de commencer, j'attends des excuses officielles de FD, nous dit Bamzerito, mais pourquoi donc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est de manière générale, des excuses tout court, je pense, parce que je parle mal d'un des deux frères Martin, une semaine je change, tu vois, je sais jamais qui est qui, et puis je pense que c'est ça. Je t'ai vu, j'ai mis FD l'arbitre sur Twitch là, parce que c'était plus rigolo que François Damien. Oui, t'as raison. C'est pour ça que moi je dis jamais François Damien non plus, parce que. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que Azad c'est un pseudo, FD c'est un pseudo aussi. Est-ce que Baptiste c'est un pseudo ? Je ne sais pas. Non, j'ai pas mis une photo avec toi à côté de Wembanyama. Tu vois, j'ai juste mis. Ouais. J'ai juste mis toi en tant qu'arbitre. Ouais, non, mais c'est vrai que Wembanyama, qui est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre ? Qu'est-ce que t'as arbitré de très connu ? Je t'ai déjà posé la question, non ? Ouais. Yves Ponce quand il était jeune. Yves Ponce, c'est gros dunker à Tennessee. Dunker fou, ouais, tout à fait. Yves Ponce, Bilal Koulibaly, j'ai croisé aussi. Ouais. Tu as arbitré on peut le dire, tu as arbitré le match de la NBA à Paris là, c'est ça ? Non. Mais par contre, c'est vrai qu'avec la NGT, mine de rien, je me suis fait un petit Pokédex de mecs qu'on va regarder dans 5 ans, où je pourrais dire, ah bah tiens, ouais, j'en ai fait pas mal, quoi. Je me suis fait un sample assez intéressant, quoi. Tu diras le first pick 2028, en fait, moi je l'avais arbitré quand il avait, c'est quoi, 13-14 ans, c'est quoi l'âge de la NGT, c'est ça, non ? Non, la NGT c'est plus vieux, c'est 18 ans. 17-18 ? Ouais, c'est 17-18, ouais.
Bon, comment vous allez dans le chat? Dites-nous, on s'est pas vu de tout le week-end. Est-ce que vous avez passé un bon week-end NBA et surtout qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui puisqu'on a quand même un bon programme. On va basculer hop pour se faire un peu les matchs de la nuit. Salut tout le monde, nous dit Félimorphis, pardon. Excuse-moi. Bienvenue à toi. Toi, tu as vu quoi, FD d'ailleurs? FD, oui, c'est ça. FD, j'allais dire Baptiste, non. FD. Non, tu as vu moi quoi? c'est FD. Cette nuit ou de manière générale sur le week-end? Ouais, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Enfin, non, pardon, aujourd'hui, pour nous en parler. Aujourd'hui, moi j'ai vu le Pacers Cavs, la fin de l'invincibilité de Cleveland, et le Bucks Knicks, la victoire en 3 quarts-temps et demi des Knicks face aux Bucks, le pauvre André Jackson et le pauvre AJ Green, et puis le pauvre Giannis Antetokounmpo en fait. Donc voilà, moi c'est les deux matchs que j'ai vus. J'ai refusé de regarder le Kings Bulls qui m'avait l'air plutôt intéressant mine de rien, mais parce que j'avais déjà vu les Bulls cette semaine et je pense qu'il faut mettre un peu d'espace entre les très bonnes choses. Donc je me suis dit non, pas trop, enfin il faut un intervalle quand même, pas voir les Bulls trop. J'ai le son, voilà, je vais le couper comme ça ce sera mieux. Voilà, comme ça on pourra regarder des clips tranquillement. Donc commençons un peu cette soirée. Alors oui, en plus dans les deux je me suis planté. En tout cas, hier, c'était affiché comme ça, mais c'était pas dimanche soir, le fameux Lakers Spurs qui aurait dû être repoussé. Finalement, il va être ce soir, donc on pourra en parler demain. En plus, je crois que demain, c'est Azad, le fameux anti-Wemby. Il va falloir qu'on règle tout ça. Il est un peu trop taquin, un peu trop incisif sans doute. Bref, donc Dallas, Denver. D'habitude, j'aurais regardé, j'avoue. Là, moi, j'ai les absences, ça m'embête un peu, donc j'ai pas du tout checké. Alors que sinon, ça aurait été le truc automatique. Je crois que un peu l'histoire en ce moment, c'est un peu Westbrook. Hein. Je sais pas si vous voyez ça, mais Westbrook qui est vraiment en forme. Alors après, qu'est-ce que ça raconte aussi de Jamal Murray ou de Jokic? Qu'est-ce que t'en penses, FD, le fait que Westbrook performe aussi bien? Mais est-ce que Westbrook c'est pas un peu le prototype du mec à qui Jokic va donner une deuxième carrière quoi? C'est un petit peu le cliché et puis je pense qu'on commence à voir un peu à quoi ça peut ressembler. Et puis puis Jamal Murray c'est compliqué quoi. La dernière impression forte que j'ai de lui c'est au JO où il a été vraiment horrible. Ouais. Et puis maintenant Russell Westbrook là, j'ai l'impression que maintenant qu'il a compris un peu comment s'insérer dans le collectif et comment jouer autour de Jokic, ça fonctionne très bien quoi. Ouais. Il y a un aspect aussi où lui-même, hein, on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, je crois, dans l'hebdo, mais lui-même bouge beaucoup plus, hein, sans ballon. On le voit un peu sur les extraits là. C'est une version qu'on n'aurait pas eu. Enfin, il y avait quand même un aspect il y a quelques années. Il était encore très héliocentrique et voilà, comme les Westbrook, les Harden, tous les mecs comme ça qui aiment pas trop bouger off-ball. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir bouger off-ball. Bon après, l'efficacité n'a pas non plus rebondi très très haut hein, pour l'instant, mais c'est vrai que j'avoue que je m'attendais pas forcément à ce que ça marche aussi bien. Bon après, comme dit, pour moi ça atteste aussi beaucoup du pouvoir magique de Nikola Jokic, mais oui, Aaron Gordon aussi qui est revenu, je crois ce match-là, oui ça, Aaron Gordon qui sortait du banc. Sur ce match-là, 32 minutes pardon, de Peyton Watson, toujours néanmoins, Strouser aussi. Bref, les Nuggets normaux contre une équipe des Mavs, voilà, c'est compliqué, hein. C'est Spencer Dinwiddie, c'est aussi Jaden Hardy qui a beaucoup de minutes. Alors cette fois, il n'a pas fait grand-chose pour le coup, mais sans les créateurs, c'est quand même un peu compliqué. On nous dit les 8 assists de Derek Lively. C'est vrai, alors pour le coup, Lively, je suis un peu déçu. Enfin, déçu. Non, je suis pas déçu. Je m'attendais un peu à ce que ça soit un peu normal, quoi, le jeune qui progresse petit à petit. Mais c'est vrai qu'en début de saison, il avait été classé extrêmement haut dans les classements, tout ce qui est ESPN et tout. Je pense qu'il y a justement pas matière à être déçu. C'est juste un jeune qui progresse et qui est en fait dans la rotation avec un Gafford un peu à égalité, je trouve, quoi. À égalité, va au bout de ton idée, Guillaume. On sait que tu préfères Gafford. Non, en vrai, moi, je pense. Enfin, je sais que. Non, pour moi, il n'y a pas tant que ça de différence. Il y a des profils un peu différents, mais en termes de niveau et d'impact, tu vois, les deux se partagent un peu les minutes, 20 minutes, quoi, grosso modo. Ouais. Mais ouais. Non, mais après, l'avantage qu'il a, c'est clairement ce passing, là. On le voit un peu à l'écran. Alors, c'est pas que des passes géniales, hein. Il y a aussi un peu de dribble and off et juste des jeux de main à main, pour le coup. Donc, c'est pas tant que ça de. Oh, belle passe. Regarde ça. Ouais, celle-là sur le dribble and off, ouais. Mais voilà, c'est. Donc là, il bon. Grosso modo, il n'y a quand même pas grand chose à tirer de ces Mavs-là, malheureusement. Quentin Grimes, d'ailleurs, qui n'a pas non plus fait un gros match, alors qu'il avait un peu de création ces temps-ci. J'essaie de lire aussi le chat en même temps.
de pas louper trop de choses quand on décrypte un peu. Les Kings qui continuent de gagner. Bon, après, c'était contre les Bulls. C'est un peu plus facile, pour le coup. Ah, mais c'était serré, hein. 124, 119. Apparemment, il y a eu un match, quoi. Le DeRozanico, c'est ça, ce match-là. Ouais, c'est ça. Ouais, DeMar DeRozan, toujours titulaire, alors que Mike Brown, apparemment, il paraît que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il aurait été viré, c'est que apparemment il voulait un peu le déplacer sur le banc, quoi, DeMar DeRozan, et que ça aurait pas plu, ça aurait fini de pas plaire, quoi. En fait, Mike Brown, il voulait retrouver l'attaque des Kings un peu autour de Sabonis avec des cuts et puis des écrans en ballon. Et justement, je pense redonner ce DeMar DeRozan ball qu'on connaît, c'est-à-dire pick and roll ou tir à mi-distance, création un peu individuelle, je pense en sortie de banc. Je pense, voilà, c'était peut-être cette fusion-là des deux styles de jeu qui avait pas trop pris sur le début de saison. Donc on va dire la solution un peu simpliste, c'est de dire tu donnes la moitié des minutes à Sabonis et la moitié des minutes à DeRozan puisqu'on n'arrive pas trop à les faire cohabiter. Ouais. Mais bon, après, tant mieux, hein. Tant mieux. Je crois qu'il doit avoir combien 7, 8 victoires d'affilée maintenant, si je dis pas de bêtises. Alors qu'on nous dit, les Bulls en défense du cercle, c'est affreux. Ouais. Effectivement, on en a parlé dans l'hebdo. Ouais, contre les Pacers. Ouais. Contre les Pacers, les deux équipes sont à 45 ou 50% de tir au panier. Bon, c'était pas fameux. Lavine aussi, Lavine, pardon. Lavine, c'est ce qu'il faut pas dire, justement, la mauvaise prononciation. Zach Lavine, qui continue un peu de faire ses trucs habituels. On va pas reparler d'échanges, mais on comprend un peu, on connaît un peu. Non, Vucevic qui fait quand même une bonne saison. En tout cas, dans son rôle. Dans son rôle. Mais je sais qu'un peu un de ses atouts pour l'instant cette saison, c'est notamment le côté réussite à 3 points, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais aller rechecker. Mais après, moi, le truc, c'est que j'y crois pas trop, quoi. Donc tu vois, c'est notamment si les Warriors essayent de le mettre, de l'échanger et d'en faire une pièce importante, je suis pas sûr que ça marche, quoi. Ouais, 42% cette année, 43% au niveau des 3 points. Bon, c'est quand même pas son vrai niveau, ça, on le sait. Donc voilà. Il y a une question. Il y a une question d'Aka Braka, je suis désolé, je vais écorcher le nom, sur moi le joueur synergie ultime, Jalen Smith. C'est un petit peu si jamais le divorce avec Nikola Vucevic est signé, du coup on se retrouve peut-être avec Jalen Smith qui va enfin avoir des minutes, beaucoup de minutes dans une équipe. Qu'est-ce que tu en penses de Jalen Smith, toi? Parce que moi je sais que le joueur théorique j'aime beaucoup, mais on l'a jamais vu sur des grosses minutes en NBA et je pense qu'il y a une raison, quoi. Ouais. Après, au début, il se fait drafter par Phoenix assez tôt, je crois, 10e. Il se fait drafter très tôt. Mais il est freshman, il sort de Maryland et puis il est pas prêt du tout. Et puis surtout, il arrive dans une équipe des Suns, genre c'est pas le même été où Chris Paul arrive et du coup, l'équipe est compétitive, quoi. Il est pas. Ouais, c'est ça. Il joue pas beaucoup, mais il avait fait quoi d'ailleurs à Indiana? Pas grand chose, hein, de mémoire non plus. Alors si, un peu, hein, pas rien du tout, d'accord. Pas non plus imposé, quoi. Non, les moments en fait où Miles Turner était blessé, c'était lui qui prenait un petit peu de minutes et puis il a une saison à Indiana où il a une super réussite à 3 points et puis ses stats défensifs sont incroyables et du coup on peut un peu s'enflammer, mais encore une fois c'est sur un mec qui a 18 minutes de moyenne, quoi, à Indiana. Donc mais le profil théorique de défenseur assez mobile qui a peut-être un petit peu de tir et qui offensivement a des mains, le profil est sympa, quoi, mais tu vois, il fait une saison à Indiana à 43% à 3 points. Sur 150 tentatives sur la saison, ce qui est pas énorme, mais voilà. Ouais. Bon, je résiste pas à mettre un peu à l'écran des passes de Josh Giddey, toujours aussi bon passeur. Je sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs, Josh Giddey, cette saison, en termes de scoring, en termes d'efficacité. J'ai pas encore eu trop le temps de regarder ça. Josh Giddey, voyons voir. Josh Giddey. Bon, déjà, il joue pas mal, c'est bien. Est-ce qu'en termes d'efficacité, on est toujours aussi catastrophique qu'avant ou pas? Il est où? True shooting plus 93, ouais. On est à peu près dans le même standard, quoi, pour le coup. Ouais. Bon, on va pas aller creuser plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on the ball, mine de rien, qui joue, hein. C'est déjà, rien que ça, c'est un événement. Est-ce que t'as compris, alors qu'on salue Malakos, salut, bienvenue à toi. Derek aussi, Tienoula va dire, des habitués, ça fait plaisir. Lonuchiwa aussi, bienvenue à tous. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, t'as compris Liangelo Ball, toi, ou pas? Je continue à ne rien comprendre. Enfin, il a signé un deal à 13 millions. Parce que moi, il y a une semaine, je pensais que les mecs écoutaient sa musique pour se moquer de lui, genre au 2e degré, quoi, tu vois. Et apparemment, non, c'est 1er degré, donc je comprends rien. Je ne comprends pas. Ouais, mais est-ce que c'est pas comme la marque de chaussures à l'époque où chez la Big Baller Brand où effectivement ça se vendait bien, mais il y avait un peu ce côté
Enfin, je sais pas. Oui, mais Ouais. tu penses que les gens l'écoutent au second degré ou au premier degré? Je ne sais pas. Non, je pensais au début, mais parce que je connais rien, moi, c'est pas exactement mon type de musique, mais bon, bref. OKC, Washington, truc à dire ou non, même pas, je pense pas, hein. C'était même pas un match NBA. Non. Non. Qu'est-ce qu'on a côté OKC? Pas grand-chose. Ah, peut-être Aaron Wiggins, Si, je sais pas. il y a eu des chants MVP pour Shai au bout de 2 minutes à Washington. Donc ça me fait plaisir parce que c'est pas que contre les Knicks que l'entièreté de la salle est contre Washington. Jordan Bah, t'as ton Poole, Jordan Poole qui fait 0 sur 6 à 3 points. Ouais, mais C'est moi, cool. c'est pas le 0 qui me dérange, c'est le 6, quoi. Enfin, le 6, Oui. 3 points sur 10 tentatives, quoi, de tir. Bon, j'ai fait un tweet aujourd'hui, mais non, moi, j'ai effectivement, ok, il est efficace à 3 points, mais il manque un peu le sel du son jeu d'avant, quoi. C'est-à-dire le drive, quoi. Je crois que j'ai regardé donc tout à l'heure, il a 40% d'efficacité sur des tirs en fin de drive. Grosso modo, l'échelle, elle va de 40 à 60, voilà. Donc les plus mauvais sont autour des 40, les meilleurs sont autour des 60. Voilà. Donc c'est pas bon. Il était pas du tout là et d'habitude il était bien meilleur que ça. Donc tant mieux. Les tirs à 3 points rentrent, mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir beaucoup plus le joueur de pull-up, enfin un joueur de pull-up que j'aime pas, quoi. Du coup, moi si je l'aimais bien, c'est justement parce que c'était pas un joueur de pull-up. Ouais, tous les jeunes de Washington, je suis étonné que tu les aies pas encore regardés là, tout ce qui est Keyshawn George, pardon, Carlton Carrington, etc. Alexa. Bah, je les ai vus en vrai, ça m'a un peu suffi en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu les as vus. Voir Bilal Koulibaly être forcé d'être une deuxième option offensive et d'être obligé de créer, moi ça me fatigue, quoi. Il y a contre les Knicks, il y a quand même un ATO. Je sais plus comment il s'appelle, le coach des Wizards, vous m'excuserez. Brian Keefe. Brian Keefe. Ouais, c'est ça, Brian Keefe. Il y a quand même un ATO de Brian Keefe pour, il y a égalité. Donc il y a 7 secondes, ils peuvent passer devant. L'ATO de Brian Keefe, c'est donner la balle à Bilal Koulibaly, s'écarter et lui laisser jouer le 1 contre 1 contre Mikal Bridges. Je te laisse deviner comment ça a été la possession. Ça n'a pas très bien terminé et on est allé en prolongation. Moi, ça me fait toujours penser à l'article de Nico, qui, il y a plus de 10 ans maintenant, qui avait écrit, à l'époque, Orlando draft Victor Oladipo, qui est plutôt un arrière défensif, et il disait non, on va le faire jouer meneur. Vous inquiétez pas, on va le faire jouer meneur. Et Nico avait écrit un article à l'époque, le tanking sournois d'Orlando, en mode, ok, enfin, on n'est pas dupes, quoi. Ils vont un peu le tester par la main, grosso modo, mais si ça aide à perdre, bon, c'est pas très grave, quoi. Voilà, je pense. Il y avait eu le même débat sur Yanis aussi. Hein. C'était qui le coach qui avait dit je vais faire jouer Yanis poste 1? Ah, mais il l'avait fait, c'est Jason Kidd. C'était Jason Kidd, ouais. Fin de saison 2016, je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une vidéo de scouting là-dessus qui est encore disponible sur la chaîne NBA Einstein, si ça vous intéresse, le scouting report saison 2016 de Antetokounmpo, avec à la fin, c'est pas pour me la péter, mais à la fin il y a je mets des notes en fin de profil vidéo. Ça c'est plutôt pas mal réalisé, je pense. Donc je suis assez fier. Bref, la revanche des Suns, la revanche des Suns contre les Hornets. Tu nous as parlé de ce match-là, il y a dans l'hebdo, donc c'était il y a quelques jours, et donc cette fois les Suns ont gagné. Que dire sur ce match? Tu n'as pas vu cette revanche, hein, du coup je devine. Non, mais ils ont mis leur tir à mi-distance en fait. Ouais, bah voilà, donc du coup ça. Voilà. Non, j'ai vu pas mal passer d'extraits de comment il s'appelle, de Ogodaro, toujours lui, Oso Ogodaro. Ouais. Bah d'ailleurs qui a joué 30 minutes alors que Mason Plumlee à peine 15. Mais effectivement, ça fait quand même, alors je peux mettre un peu les paniers, vous allez voir, il y en a que 3, mais il y a quand même beaucoup de verticalité, beaucoup de pop, beaucoup de finition. Je sais pas si ça va être là, mais voilà, il y a quand même en fait, c'est vraiment un rim runner, alors peut-être pas d'élite, hein, pas explosivité d'élite ou ce genre de truc, mais c'est juste un mec qui bouge un peu, quoi. Et c'est vrai que Nurkic a apporté d'autres trucs, du genre il peut un peu être un passeur posto, etc. Mais voilà, c'est vrai que là on le voit avec un pick and roll entre Devin Booker et Oso. Bah ouais, c'est quand même assez dynamique et ça va au panier assez vite, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aider. Tu vois, une équipe de mecs de pull-up comme ça à mi-distance, rajouter un mec qui peut apporter du punch au panier, peut-être que c'est pas mal, quoi, au final. Mais voilà, donc côté Suns, je pense que c'est le coup parfait si t'arrives à ensuite échanger Nurkic, mais bon, ça c'est pas dit, mais voilà, trouver un pivot entre guillemets titulaire
payé aussi peu cher, c'est quand même génial. Royce O'Neal aussi qui est revenu il y a pas longtemps, je crois qu'il a mis c'est là non, il a mis un tir au buzzer sur ce match-là ou un tir clutch, je crois. Bref, Bradley Beal qui sort du banc toujours, ok, ça on connaît. Mark Williams aussi, ça fait quand même plaisir de voir que Mark Williams joue pas mal. 29 minutes de jeu pour Mark Williams sur ce match-là. On 9 sur 12 au niveau du tir, donc voilà. Mais je crois que c'est le passing aussi qui intrigue quelques personnes récemment avec Mark Williams. J'avoue que moi qui avais scouté Paolo Banchero, Williams c'était un peu le pivot à côté. J'aimais beaucoup Mark Williams à Duke, moi. Alors, j'aimais bien, mais j'aimais pas autant que tout le monde. Après, c'était pas du scouting, voilà, j'avais scouté Banchero, donc je regardais un peu, je l'ai vu du coin de l'œil, quoi, grosso modo. Mais tu vois, j'avais pas autant de souvenirs de passing intéressant, mais il y a quand même quelques séquences pas mal. Alors il y a des dribble and off où il fait pas grand chose à part voilà donner la balle, comme là on voit un peu à l'écran. Mais t'as des passes à terre, t'as des trucs comme ça, donc à suivre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, voilà, question de blessure aussi. Déçu de pas voir plus de Tidjane, même s'il revient de blessure. Ouais, effectivement, surtout que. Alors moi, pour le coup, je connaissais pas du tout Tidjane Salin, mais Hugues, qui était venu nous en parler cet été, Hugues de Envergure, qui connaît bien les prospects, etc., m'avait dit quand même pas mal de très bonnes choses, donc je suis assez intéressé de suivre ce que va faire Tidjane Salin, mais qui effectivement a 6 minutes sur ce match-là. Il a un peu le problème de l'inefficacité du rookie, quoi. Ouais, c'est un shooter qui pour l'instant joue peu et met pas ses tirs, donc voilà, c'est pas. Ouais, mais par contre défensivement c'est déjà très sympa. Ouais. Mais offensivement un peu du mal à trouver son rôle. Et puis on préfère faire jouer Cody Martin, quoi. Allez, Bamzerito, c'est pour toi. Non, lui c'est Caleb Martin qui l'aime bien. Ouais, je sais, mais il y a pas un deal avec les frères, un des deux, quoi. C'est un package. D'ailleurs, je m'excuse, on dit bienvenue et salut à Dame Zhao, Eric Spochtron, que des gens qu'on connaît, Choum qui est aussi par là, Yolan Mang, pardon. Bref, salut à tous et bienvenue pour ceux qui arrivent. Le Jazz qui bat Brooklyn dans ce qui est un match de D-League, hein, je crois qu'on peut le dire pour le coup. Enfin, un match de D-League avec quand même un ancien All-NBA qui s'appelle Ben Simmons. D'ailleurs, qui a fait un bon match apparemment, d'après ce que je vois. Ouais, c'est 9 passes décisives. Bah vas-y, mais c'est passes décisives, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Le Ben Simmons de 2025. Faut le mettre si tu veux. Non, moi ce qui m'intéresse côté Utah, c'est Mika Potter. J'ai déjà dit, mais j'aimerais bien qu'il soit transféré aux Spurs pour jouer à côté de Blake Wesley. Voire même faire sortir la retraite Danny Granger, ça pourrait être pas mal. Ouais. Tu vois le trio. J'ai déjà fait la vanne en plus, excusez-moi. Cody Williams d'ailleurs, le frère de Jalen, j'ai pas trop suivi encore cette saison. Je vois qu'il avait beaucoup joué, mais pas trop scoré. Mais ouais, je voulais m'intéresser à Isaiah Collier. Isaiah Collier qui fait un bon match. Ouais. Non, mais je voulais parler d'Isaiah Collier justement, qui fait un peu son match breakout, quoi. Bah alors attends, je bascule sur les vidéos de Isaiah Collier. Ouais, qui était, si je dis pas de bêtises, oh là là, alors que déjà on met une vidéo et il y a Walker Kessler qui sort c'est Kessler ou c'est Filipowski, je sais plus. Bref, méga contre à l'image. Mais non, Collier qui était un prospect très attendu pour le coup. Ouais, énorme recrue. Même numéro 1 non d'un classement lycéen, je sais plus si c'est ESPN ou Rivals ou je sais plus qui. Mais ouais. Bon bref, il était tombé un peu à la draft, mais ouais, il a l'air hyper intéressant, surtout au niveau de son drive. Donc ouais, c'est un slasher. C'est un slasher qui, pour le coup, a un playmaking assez fonctionnel pour l'instant, mais ouais. C'est un playmaking de réaction, mais c'est vrai que juste, tu vois physiquement, quoi. C'est quelqu'un d'assez dense, et puis vraie qualité de drive, et puis là, tu vois, bonne. C'est dense, c'est gentil, hein, il a des épaules de running back, hein. Enfin, c'est. Bah justement, c'est très dense, oui. C'est ça, voilà. Ouais. Je pense que t'es pas allé assez loin. Je suis dans l'euphémisme, mais. Tout à fait. Ouais, non mais c'est après à Utah, on va pas trop parler de ces matchs-là évidemment. Ces matchs-là sont toujours intéressants pour garder un peu d'individualité, mais c'est vrai que là on va pas le faire ici, mais ouais. Ah, tiens, Svi, je savais pas qu'il était là, Svi Mihailuk pour le coup. Est-ce qu'il y en a qui nous parlent de Sabo aussi, Bryce Sabo. Je sais qu'il a une petite cote sans. Moi j'ai envie de le regarder. Ouais. Mais il est quand même, pour l'instant l'efficacité c'est horrible. Mais j'ai vu de la défense de second rideau que j'aime bien, et puis un peu de création. Alors c'est quelqu'un qui prend beaucoup de mid-range pour l'instant. Tu vois, son régime de tir, c'est énormément de tirs à mi-distance. Ouais. Très peu de tirs au panier. Tu vois, il est à 12% de fréquence de tir au panier. Donc c'est un peu ça pour l'instant la limite de son profil pour un poste 3-4, quoi. C'est qu'il finit pas au panier. Ouais.
Alors que là, on voit une passe de Ben Simmons qui est doublée au poste bas. Et j'ai envie de dire, mais Utah, pourquoi est-ce que vous doublez Ben Simmons au poste bas? Je ne comprends pas. Ouais, alors qu'on nous dit. Non, attends, c'était Milwaukee qui avait fait un blitz. Ouais, c'était Bobby Portis oui, en fin de match. et qui avait fait un blitz sur Ben Simmons à 15 mètres du panier. Et qu'ils avaient perdu, non, même, du coup, le match sur ceci, non? Ouais, ils perdent le match sur le tir à 3 points, justement. Alors qu'on nous dit Isaiah Collier superstar et Bam Zerito demande et du coup Isaiah Gourmet, on en pense quoi? Pas mal du tout. Ah ouais, tu trouves? Waouh. Tu l'as ou pas? Non, FD l'a pas. Si, Collier Gourmet. Sur Collier et. Ah, parce qu'en fait, c'est sur son nom de famille, d'accord. Ok. Bref. Okay. Sixers Orlando. Le retour de Paolo Banchero. Qu'est-ce que ça a donné? Alors je sais qu'il avait bien joué aussi contre Milwaukee, mais ils ont perdu. Là, on a quoi? On a 5 sur 8 au tir, 20 points. Ah ouais, ok, d'accord. Alors ça, voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on jette à la poubelle le field goal percentage. 5 sur 8 au tir. Ouais, ok, match discret. Et en fait, non, il y a 9 sur 11 de lancer franc. Et oui, parce que c'est quand même une machine à lancer franc. Et donc, vous savez que quand on provoque un tir, quand on provoque des lancers francs, le tir n'est pas compté au box score. Donc là, on dirait, il a tiré que 8 fois. Et en fait, non, il a tiré beaucoup plus. Mais bref, donc ouais, machine de lancer franc qui fait un peu le travail. J'ai vu des belles séquences de bully sur, je crois que c'est sur Paul George de mémoire. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça rejoint un peu ce qu'on a vu en début de saison, tu sais. Alors tout début de saison, il a fait 5 matchs avant de se blesser. Mais ouais, c'est ça. Donc il descend l'épaule. Mais tu vois, pour moi, c'est ce qui change tout. On le voit à l'écran, je peux le décrire pour les gens en podcast. C'est vraiment le pick and roll. Hop, ça, il y a rien qui marche. On se retrouve isolation avec Paul George et vraiment le côté, je descends l'épaule, j'enfonce l'épaule et j'avance. Et ça, c'est un truc qui faisait pas tant que ça avant. Avant, il se serait un peu contenté de prendre le pull-up, quoi. Alors que pour moi, si enfin il commence à utiliser pleinement et de manière fonctionnelle sa taille, sa puissance, ouais, là ça peut être très cool parce que tu vois bien la différence de rentabilité, quoi, entre je vais au dunk 100% de proba de réussite ou alors je prends provoquer une faute à 40%. Bon voilà, ouais. Oui, provoquer une faute, ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, j'ai cru comprendre aussi que Paul George était blessé, si je dis pas de bêtises, alors qu'il était en train de faire un bon match. Impossible. Je crois, hein. Dites-nous dans le chat si vous avez vu ça. Paul George fait plus vieux que LeBron, nous dit Dame Zhao. C'est un peu sévère. Mais... vu la saison de LeBron, ouais, c'est un peu. Mais je suis surpris de voir le Magic finir aussi peu au tir, finir aussi peu au panier sur le match quand même, parce que je rappelle que le protecteur d'arceau à Philadelphie, c'est Gershon Yabusele. Mais d'ailleurs, on le voit là à l'image, on a un magnifique pick and roll où Banchero refuse les écrans et part de l'autre côté, donc il prend par surprise. Il part côté gauche et Yabusele qui fait une rotation comme on s'y attendait, peut-être, on peut dire. Pour le coup. Non, mais ça me fait plaisir de voir un Banchero driver, pour le coup, parce que pour moi, c'est un peu le point clé, c'est est-ce que tu arrives à aller au panier, quoi, et pas juste prendre ses pull-ups, quoi. On sait que, bon, il aime bien les pull-ups, mais voilà. Donc ça fait quand même du bien, un petit retour de quelqu'un qui peut mettre des paniers. Tiens, d'ailleurs, toujours Karl Anthony, 11 sur 17 FD au niveau du tir. Tu l'as critiqué dans l'hebdo, et pourtant il est là. Il est là au niveau des points, 27 points pour Karl Anthony. Ouais, sur un gros volume. Ouais, mais 11 sur 17 en plus, c'est efficace. Bravo, Cole Anthony. Il est en train de passer au révélateur pour la 4e fois de sa carrière, quand même, Cole Anthony, j'ai l'impression, avec l'absence de Franz Wagner. Et je crois que c'est la seule fois où ça fonctionne. Donc c'est cool. Je regarde tellement pas les box scores que Guillaume, tu viens de me faire découvrir la fonction de clic dans les box scores pour accéder à la vidéo de l'action. Et oui, c'est. Ah, mais attends, mais là, tu viens de révolutionner la vie post, de Hilo qui est retombée, enfin, qui n'existe plus. À l'époque, c'était comme ça qu'on chopait les vidéos, quoi, quand de Hilo et puis l'autre, Shot Creator. C'est quand même 5-6 ans qu'on a ça, maintenant. Les vidéos de box score, ouais. Mais maintenant, c'est facile à télécharger. Maintenant, on peut faire un clic droit et télécharger, c'est facile. Avant, c'était un peu plus compliqué. Je me souviens qu'il y a 5-6 ans, j'étais obligé de télécharger des flashs d'extensions comme ça, là. Bah, j'en ai encore une sur mon Google Chrome, hein. Horrible. Ouais. Le truc qui fonctionne une fois sur 15. Vidéo Download Helper, voilà. Mais qui du coup sert plus à rien maintenant qu'on a cette magnifique fonctionnalité, le clic droit enregistré sous. Bon, pour ceux qui critiquent Paul George, on voit à l'image des drives où il va jusqu'au panier, il va au dunk. Bon, ça a l'air pas mal quand même. Wow. On va se calmer, Dame Zhao, pour le coup. LeBron aussi, il va encore au dunk. T'as vu le dunk main gauche, là? Oh là là, magnifique. C'est sur qui? Sur Lively, non? Que ça a beaucoup tourné. Ouais, je crois. Ouais. Alors qu'on salue Lost in Transition NBA. Et là, salut Camille! Bienvenue. Je crois que c'est la première fois que t'es sur la quotidienne. Installe-toi bien. Bref, et donc les autres matchs, on en a beaucoup dont on va parler. Par lequel tu veux commencer? On avait aussi donc Milwaukee Knicks, 140-106 pour les Knicks.
que je n'ai pas regardé parce que je t'en parlais un peu. Est-ce qu'on peut le voir là? Je ne sais pas. Non, c'est pas là. Game charts, play by play, je sais plus. Enfin bref, j'ai vu qu'il y avait plus de 20 points d'écart dans le troisième quart-temps. Mais qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce match? Mais il y avait de l'écart, mais finalement tout le monde est resté sur le terrain, donc ça a duré vraiment ça a duré 3 quarts-temps. Et puis après ils ont commencé un petit peu à faire tourner l'effectif. André Jackson, le pauvre André Jackson, à chaque fois qu'on le regarde, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est quand ça se passe pas très bien pour lui. On avait fait son baptême de un de ses premiers matchs NBA où il s'était fait martyriser par Luka Doncic sur pick and roll. Jalen Brunson, c'était un peu la même chose, hein. C'est vrai qu'on parle souvent ensemble d'André Jackson. Ouais, mais je crois que c'était un match à Boston, on en avait parlé l'an dernier, un match à Boston où il se fait beaucoup avoir. Et je crois que donc Brunson a mis 44 points et on voit sur les images qu'en effet il est défendu par André Jackson. C'est le match de Noël, non, de l'an dernier aussi, où il se fait un peu ouvrir par Brunson, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il s'est fait ouvrir par Brunson, par Doncic, et puis là de nouveau Brunson. Tu vois, dans la navigation des écrans, et puis il se fait battre au point d'attaque beaucoup, ce qui a forcé à un moment les Bucks du coup à faire du blitz sur pick and roll. Sauf que ces Knicks-là, avec Josh Hart qui était dans un très grand match en termes d'activité off-ball, c'était très compliqué pour les Bucks défensivement. Ouais. Mais de manière générale, ils ont fait comme type de couverture, on est resté en drop, on a fait du edge, ils ont commencé, comme tu peux le voir là sur le pull-up de Brunson, ils ont commencé très classiquement avec du drop avec Lopez, mais pas très longtemps. Et puis avec Giannis, du coup, ils ont fait du edge. Mais en fait, les Knicks très rapidement ont arrêté de faire du pick and roll avec Brunson, puisque en 1 contre 1 simple, ça fonctionnait très bien. Et pourquoi ça a très bien fonctionné? On sait que les Bucks, leur cheat code défensif, c'est de mettre Giannis Antetokounmpo sur le pivot adverse. Ou en tout cas sur le moins bon shooter adverse. C'est ce qui permet à Giannis Antetokounmpo d'être déployé en tant que roamer, en tant que défenseur de second rideau, quelqu'un qui va créer du chaos en second rideau et qui va apporter de la protection de cercle. Le problème face aux Knicks, c'est que le pivot, c'est Karl Anthony Towns. Ouais. Donc, on pourrait très bien penser, et je pense que le cheat code, normalement, ce serait de mettre Giannis sur Josh Hart, puisque Josh Hart, pour le coup, c'est le candidat parfait pour roamer à partir de Josh Hart. Le problème, du coup, c'est que ça revient à donner à mettre Brook Lopez sur Karl Anthony Towns, et donc là tu t'ouvres facilement à des difficultés sur pick and pop, ou bien si Brook Lopez reste bas en défendant, 4 peut rester haut sur le pick and pop, et donc c'est le contre-move parfait, quoi. Voilà. Donc du coup les Bucks ont été un peu conservatifs, je trouve, sur cet aspect-là. Ils ont fait du classique, ils ont mis Giannis sur 4 et Brook Lopez sur Josh Hart. Le problème, du coup, c'est que t'as Giannis qui peut pas trop être là en termes de rim protection, puisqu'il doit se soucier du spacing de Karl Anthony Towns. Ouais. Donc, on a vraiment eu une disruption atténuée de Giannis sur la rim protection, et ce qui permet aux Knicks de tirer à 80% au cercle sur le match. Donc, on est dans des niveaux d'efficacité parmi les plus hauts de la ligue là sur ce match-là. 80%, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est là où les Knicks où Tom Thibodeau est quand même pas si mal, c'est que du coup, comme on avait Brook Lopez sur Josh Hart, du coup Brook Lopez qui délaisse Josh Hart, on a utilisé Josh Hart comme poseur d'écran hors ballon. Oui. Et tu vois, si tu vas sur le premier tir à 3 points de Karl Anthony Towns sur le match, c'est exactement ça. C'est Josh Hart qui va poser un flare screen sur Brook Lopez. Pour libérer Karl Anthony Towns, sur Giannis Antetokounmpo pour libérer Karl Anthony Towns, et Brook Lopez peut pas aider, donc on a un tir ouvert pour Karl Anthony Towns. Donc voilà, après en plus avec ce truc il y a un pick and roll qui se passe sur l'aile gauche, et donc quand Brook Lopez veut venir faire le safety, il est obligé de venir depuis l'autre côté, son attaquant donc est côté droit, donc il vient et en plus il peut pas rester dans la raquette, donc il ressort de l'autre côté quasiment. Donc, ce qui fait qu'il y a d'autant plus un 1 contre 2 de l'autre côté. Josh Hart qui pose un écran. On le voit bien. Je le décris aussi pour ceux qui sont en podcast. Je fais des efforts, excusez-moi pour parfois on le fait pas assez. Mais voilà, c'est effectivement, il y a ce côté classique où on essaie de mettre le roamer à un mec sur un non-shooter, mais sauf qu'il y a des contre-moves qui existent, quoi. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure contre OKC. Et puis après, du côté Milwaukee attaque défense New York, rien de bien notable, hein. On a eu un match assez complet de Giannis Antetokounmpo, avec des Knicks qui ont été pour le coup assez peu inventifs défensivement. Ils ont eu tendance à laisser OG Anunoby
encaisser des paniers au poste bas, c'était pas grave. Ils étaient un peu en mode, si Yanis nous met des paniers au poste bas, c'est pas grave. On préfère ça plutôt que de trop s'exposer à 3 points. Rester en 1 contre 1, tu veux dire, plutôt que déclencher des aides. Ouais, plutôt que déclencher énormément d'aides. Ouais. On a eu par contre un match sympa du duo sur pick and roll, Lillard Antetokounmpo, puisque je pense que c'était un des aspects importants du scouting report de Doc Rivers, c'était ciblons Karl Anthony Towns ou ciblons Josh Hart sur la défense de pick. Et donc on a eu beaucoup de ces Lillard, Giannis Antetokounmpo pick and roll, comme tu peux le voir là sur. Oui, exactement. On le voit à l'écran. Attends, je vais faire pause. Non, ok. Je voulais regarder un peu au niveau de la pose d'écran. En l'occurrence, il glisse l'écran. Donc, bon, il a même pas essayé de le poser l'écran. Mais voilà, bon, c'est pas. Tu vois, c'est juste que quand on glisse l'écran, c'est une tactique. Hein, donc regarde le alley-oop par exemple. Tu vois, là, c'est Precious Achiuwa qu'on va cibler sur le drop. Ouais. Et on a une super réception de Giannis Antetokounmpo sur le alley-oop. Oui, alors qu'on nous dit aussi Yola Mang qui nous dit AJ Green sur Brunson sur de longues séquences. Je vous laisse deviner le résultat. Ouais, c'est ce qu'on a vu en vidéo là, tout à l'heure, c'est que au début il y a André Jackson qui arrive pas à le stopper, mais ensuite on a vu aussi AJ Green qui est sur ses pick and roll et parfois même j'ai vu là sur les highlights, parfois même il refuse l'écran et il attaque un peu en mode isolation quoi, en 1 contre 1 AJ Green et il y a un côté voilà, AJ Green est pas mal pour son rôle défensivement, mais Brunson c'est autre chose quoi. Il l'attaque côté gauche en fait. Souvent ce que fait Brunson, il le fait très bien, c'est qu'il se met du côté gauche avec un écran entrant du coup vers le milieu du terrain, donc vers sa main droite, et il a cette capacité à rejeter l'écran, mettre le défenseur sur sa hanche, et puis après il a tout son arsenal où il peut jouer avec les 2 pieds, où il peut sauter sur le premier pas, où il peut faire son flotteur main gauche, où ça fonctionne très bien quoi. Et donc c'était plutôt OG Anunoby en défense sur Giannis, c'est ça que tu nous dis? Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui forcément en termes de voilà, d'ailleurs on le voit un peu à l'écran, on peut le décrire, mais il y a un aspect où c'est pratique pour du 1 contre 1, mais si donc tu tentes de faire des pick and roll plutôt que du 1 contre 1, OG Anunoby c'est pas un défenseur intérieur qui maîtrise la défense de pick and roll quoi. Donc là sur l'extrait qu'on voit en question par exemple il reste un peu en mode en drop, mais sauf qu'il a pas du tout le même niveau de drop qu'un vrai défenseur intérieur quoi. Donc d'après ce que je vois ça avait l'air un peu d'être le contre-move de ok t'essaies de me mettre un ailier sur moi, je vais pas arrêter de faire du 1 contre 1, je peux aussi jouer en tant que rollman et des pick and roll, et sachant que mon défenseur peut pas défendre aussi bien les pick and roll qu'un vrai intérieur quoi. Ouais. Si tu peux me permettre un petit moment arbitrage. Vas-y. Il y a un panier. Dans l'oreillette, il y a plus le temps. Il y a un panier de Giannis au poste bas avec un super jeu d'appui où on dirait qu'il a marché, mais c'est totalement légal avec les règles NBA. Alors il me semble que c'est de l'autre côté. Donc c'est en c'est quoi que t'appelles les règles NBA? Les règles un peu de facto ce qu'on accepte ou non pour le coup très légal avec le gars doorstep quoi. Mais d'accord. Je sais pas si tu vas réussir à le trouver. Je vais essayer. On va voir. C'est sur Giannis. Attends, je sais pas. Il fait plein de petits pas. Non, parce qu'il y a je sais pas. C'est sur un spin move au poste bas. Mais c'est pas grave si on le trouve pas. On l'a pas. Mais ouais, ok. Non, mais après, là-dessus, même au niveau des pieds de pivot, c'est vrai que t'es arbitre, je peux t'en parler, mais moi, je me souviens que, alors pas cette année, mais l'an dernier, et les années d'avant aussi, mais dans mon disque dur, quand je regardais des matchs, je sauvegardais le coup du pied de pivot, mais que tu soulèves. Et que du coup c'est plus facile ensuite de tourner autour quoi, tu vois, c'est un aspect de par exemple tu plantes le pied gauche, tu tournes autour, donc le pied droit qui se balade, tu tournes et discrètement en fait tu soulèves un tout petit peu le pied gauche et tu le replaces, et d'un coup en fait pour le fait de le replacer t'arrives mieux à pivoter encore plus facilement quoi. C'est son 3e tir au panier, c'est le 3e tir qu'il met du match, c'est le driving dunk shot. Et ça, pour le coup, tout le monde le fait. Hein. Je veux dire, il y a pas de LeBron ou pas LeBron. LeBron a été un peu la figure entre guillemets pour les fans du marché. Mais ouais, le côté soulever très subtilement le pied d'appui, tout le monde le fait. Hein. J'ai des souvenirs de Butler qui le fait. J'ai des clips d'Anthony Davis qui le fait contre Sacramento l'an dernier. Enfin voilà. Dwayne Wade devait le faire aussi sur ses feintes là, tu sais, quand il s'arrêtait mid-range, il faisait 15 feintes et il attendait que le mec saute. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Effectivement. Au niveau du match plus globalement, j'essaie de trouver un peu tout ce qui est stats et tout ça, mais bon après ça a été tellement une rouste que d'ailleurs attends, au niveau 3 points, comment est-ce qu'on est au niveau 3 points? Est-ce que ça a pu être un peu une explication? Ils sont quand même à 58%, c'est ça les Bucks de réussite, c'est pas mal. Après ils en ont pris que 17, ok, et les Knicks c'était
Ah non, je regarde pardon. Non, ils sont à 26% les Bucks. Ok. 26% et 43 pour les Knicks. 29 contre 43, ouais, ok. Ça peut aussi expliquer, effectivement. Ouais, ça explique aussi. En partie, on est d'accord. Bah après, ouais, et du coup, de l'autre côté, Karl Anthony Towns a été placé sur Brook Lopez, c'est ça? C'est ça, ouais, très classiquement. Il a pas tant que ça été puni au final. Bah non, parce qu'ils ont pas trop cherché Brook Lopez en tant que poseur d'écran. C'était surtout Giannis, comme tu l'as dit, pour chercher un petit peu justement à attaquer le drop, que ce soit Josh Hart ou OG Anunoby, notamment sur du lob. Mais non, on n'a pas trop ciblé Karl Anthony Towns. Ok. Et côté Knicks, je me balade aussi toujours un peu sur le box score. Ouais, donc 16 sur 26, 44 points pour Brunson. On a encore un gros match de Towns. Towns, c'est vrai que, enfin, je suis pas le plus grand fan d'Eonoff et je vais pas vraiment parler d'Eonoff. mais non, mais en fait, les Knicks ont quand même tellement de galères de spacing et lui est tellement un méga bonus de spacing, peut-être, je pense, à un point où tout le monde s'en rend pas compte à quel point le super pouvoir du poste 5 qui shoot. Et j'ai souvent l'impression quand je vois les Knicks qu'il y a vraiment du avec et sans, quoi. Je parle pas d'Eonoff, mais il y a un peu cette impression que ah ouais, quand il y a pas Karl Anthony Towns, c'est compliqué, ça respire pas, quoi, l'attaque, alors que quand il est là, bah il y a quand même il y a quand même il y a quand même ouais. Il y a des retombées assez intéressantes, quoi, finalement. Mais ouais, j'essaie aussi de vous lire dans le chat, mais je vois que ça commence à partir en délire et en blague, donc je j'arrive pas à suivre. D'autres remarques sur ce match, FD? Je te laisse conclure, ou non? On est bon. On est bon. Bon, effectivement, quand tu as une défense de drop, tu étais, fut un temps, tu sais, du temps de Mike Budenholzer, tu étais une défense qui était élite, voire même la meilleure de NBA, et que tu autorises New York à aller quasiment la moitié du temps au panier, 40% de tirs pris au panier, plus on va rajouter plein de lancers francs, et que sur tous ces tirs, New York shoot à 80% au panier, et oui, en plus 43% à 3 points, bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est, ouais. Je sais pas quoi dire. Non mais ça me choque un peu cet aspect-là, quoi, parce que il y a quand même toujours Giannis, il y a quand même toujours Brook Lopez et le panier prend l'eau, quoi. C'est un peu inquiétant, quoi. Ah mais c'est parce que la défense de premier rideau aussi elle était déjà en déclin sur les 2 dernières années. Là on a quand même au point d'attaque, on arrive quand même à des niveaux de nullité assez forts, quand même. Parce que Pat Connaughton est plus trop à ce niveau-là, Chris Middleton a vraiment plus ses jambes défensivement. Pour le coup, il fait un match sympa, Chris Middleton, mid-range. J'avais l'impression de voir Sean Livingston 2016. Mais tu vois, ouais, AJ Green, c'était un peu compliqué sur le match. Damian Lillard, c'est pas son point fort. Ouais. Et puis André Jackson, ça devrait être son point fort, mais ça l'a pas été sur ce match, quoi. Donc, très très compliqué quand t'as un premier rideau aussi faible. Alors, pour le coup, Jackson, vu qu'il souffre face à Brunson, parce qu'il y a un aspect aussi de puissance. Lui, il est très très mobile, navigateur d'écran et tout. Ouais. Mais d'ailleurs, un peu comme McDaniels, on en a parlé dans l'hebdo. On en a parlé hier. Mais il y a un côté Brunson, non seulement il est costaud, mais en plus il est petit. Donc en termes de centre de gravité, il a leverage, quoi. Il part de plus bas, il a un peu l'avantage. Et c'est vrai que ce match-up face à lui, il s'en sort très bien. Mais voilà, faut quand même dire qu'on a dit de très très belles choses. On a fait les louanges aussi de André Jackson. Son match défensif également face à OKC en finale de la Coupe de la Ligue, sponsorisé par Pitch. Mais voilà, non, mais ça dépend aussi des profils, quoi. Tu vois, SGA va pas être un mec qui va t'attaquer forcément en termes de puissance, de bully et de rentre dedans. Et il s'en était quand même très très bien tiré, mais il n'y a pas que la défense on-ball, hein, il y a aussi pas mal off-ball. D'ailleurs, commentaire de Yolamang qui nous dit la défense on-ball nullissime par rapport au box. Ouais, et je rajoute aussi, au-delà du premier rideau on-ball, moi je rajoute encore et toujours la défense off-ball et les rotations, quoi. Pour moi, c'est ça qui fait plus de mal, enfin au moins tout autant de mal aux Bucks que la défense on-ball, quoi. C'est aussi le fait que ok, Lillard, il se fait passer alors que Jrue Holiday il se faisait pas passer, mais il y a aussi le fait que Jrue Holiday, en fait, off-ball, il compensait quand même plein de brèches, quoi. Et quand t'as Lillard, quand t'as Middleton qui revient de blessure mais qui bouge plus, voilà, c'est un peu compliqué. Jackson a pris 3 fautes dans le premier, ouais, c'est pour ça. Jackson prend des fautes, c'est pour ça qu'ensuite on voit AJ Green, je suppose. Gros coup de cœur sur Kevin Harlan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il parle de commentateur, il parle de Mike Breen. Oui, mais non, mais il est pas mort. Rassurez-moi, Kevin Harlan, ça va. Tout va bien. Non, il va bien. Du coup, ok. Voilà pour ce match. Oui, non. Tant qu'à faire, en regardant un peu. Milwaukee, un peu une équipe banale. Hein. J'en ai profité pour aller voir les stats. Mais non, mais on est à 0 de net rating, donc littéralement, alors 0,7. Hein.
on a un net rating différentiel attaque-défense qui est littéralement nul. Alors, enfin nul, qui est au niveau 0, donc il n'est pas négatif, mais on est dans la moyenne, quoi, 13e de NBA. En termes d'attaque, enfin 13e différentiel attaque-défense, 13e en attaque et 14e en défense. Où sont les Bucks? Voilà, où sont les Bucks? je sais pas. Parce qu'encore, tu vois, l'an dernier, on peut dire ce qu'on veut, mais Adrian Griffin, il y avait une première partie de saison qui était décevante par rapport au standard de Bud, mais en fait, offensivement, ça a carburé, quoi. Et c'est vrai que Doc Rivers arrive et c'est quand même, ça devient beaucoup plus mythe, quoi, pour le coup. Donc ouais, bon, on fera le point sans doute avec les Bucks. C'est peut-être aussi juste un match où ils sont passés à côté, mais ouais, je sais toujours pas quoi en penser. Tu sais, on a une question dans l'hebdo comme ça, il y a pas des joueurs, vous savez pas quoi en penser. Les Bucks, je sais pas quoi en penser. Cette saison, je sais pas. Bref, tu as vu aussi le match le plus anti-paroxytique de cette saison. Ça, c'est combien au scrap, ça, anti-paroxytique? C'est pas mal. Non, parce qu'à chaque fois, moi j'aime bien le terme anti-climactique en anglais, mais tu peux pas dire anti-climatique en français, quoi. C'est un faux ami. Enfin, c'est juste pas correct. Ouais, ça fait un peu, ça fait un peu le mec qui croit pas au réchauffement climatique en plus. Anti-climatique. C'est un peu ça, ouais. Exactement. Bon bref, donc les Cavs qui ont perdu alors qu'ils étaient dans une série de victoires. On attendait la revanche en fait jeudi soir. On s'attendait à ce que OKC chez eux mette enfin et se venge. Donc fasse perdre les Cavs, hein, grosso modo. Vous avez compris. Et donc non, ce sont les Pacers qui confirment eux-mêmes leur bonne forme du moment avec un Haliburton qui est plutôt pas mal. Tu nous as parlé des Pacers aussi dans l'hebdo cette semaine. Et donc les Cavs 93-108 pour les Pacers. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là alors? Dis-nous tout, LD. En fait, première mi-temps, rien de très notable. On a un comment il s'appelle, le petit qui est moins bon que Kobe White? Garland. Ah oui, merci. Darius Garland et Donovan Mitchell qui sont. On précise, c'est une private joke parce que FD l'an dernier disait finalement. Il y a 2 ans. Non, c'est l'an dernier. Non, arrête. Ah ouais. Oh merde. Non, mais l'an dernier où il était moins bon Garland et que Kobe White a explosé. Voilà. Je mets le contexte pour des gens qui n'auraient pas le contexte. Ok. Bon, bah voilà, super. La take a très bien vieilli en plus. Les deux sont super agressifs sur le drive et puis ils font des super passes, des super skip passes, mais ils sont pas super agressifs au scoring. Mais par contre, c'est notre ami Evan Mobley qui commence ce match super agressif en termes de scoring, en termes de drive. Ouais. Notamment, alors il le fait bien face à Pascal Siakam, mais il le fait encore mieux face à notre ami Thomas Bryant, qui est repassé du côté banc, c'est le backup 5 maintenant que Miles Turner est de retour. Ouais. Mais tu vois, les trois premières possessions défensives de Thomas Bryant, il se fait taffer en 1 contre 1 par Evan Mobley. Oui, magnifique le petit dribble de Donovan Mitchell là, ouais. Incroyable, mais bonne rim protection derrière. Le deuxième, c'est Caris LeVert qui va le cibler sur un pick and roll et Thomas Bryant se retrouve, enfin Caris LeVert rejette le pick and roll, donc Thomas Bryant se retrouve du mauvais côté, ouais. Donc et pas du tout là sur le drop, et donc il y a une très bonne passe de Caris LeVert pour George Niang. Et puis troisième possession, c'est Mobley qui le cible en prenant un pick and roll inversé. Je sais plus qui vient le poser, mais voilà, c'est Mobley qui prend l'écran et qui va provoquer une faute. Donc mais déjà dire possession défensive de Thomas Bryant. Alors possession, c'est un oxymore quoi. Ouais, possession où les Cavs ont le ballon et Thomas Bryant est dans l'équipe adverse. Ah, déjà c'est un peu mieux. Ouais. Voilà, on est plutôt là-dessus. Il y a une action, si tu veux la mettre, c'est l'action de Max Strus par essence. Vraiment, c'est du régal. Il prend un rebond def. Max Strus. Ouais, okay. mais tu verras pourquoi. Il prend un rebond def. Et il enchaîne 2 slips pick and roll. Tu vois, il en prend d'abord un avec la balle, puis ensuite il fait la passe dans l'aile et il est en mouvement perpétuel et puis il se retrouve avec un tir à 3 points ouvert. C'est son premier tir à 3 points. C'est presque plus qu'un écran glissé, c'est un écran fantôme, hein. C'est-à-dire qu'il y a. C'est ça, ouais, c'est un ghost. Il va glisser l'écran, c'est juste une course croisée, quoi. Il fait semblant d'aller poser un écran, mais juste il continue, course croisée, il file dans le corner, ouais. Et puis c'est super joli pour le côté Max Strus, c'est super joli pour le côté Obi Toppin et Pascal Siakam qui doivent switcher le premier pick and roll. Ils doivent switcher parce que Siakam et Toppin. Bon, après le problème c'est que comme c'est un ghost, c'est compliqué. Enfin comme du coup c'est plutôt un slip là pour le coup. Mais du coup il y a 2 choix défensifs douteux des Pacers sur cette action et on finit par
par un peu la trademark des Cavs offensifs, c'est-à-dire ça bouge beaucoup, beaucoup d'écrans comme ça ghostés. Qui ont bien fonctionné. Mais en gros, pourquoi ça a moins bien fonctionné pour les Cavs, surtout en deuxième mi-temps, c'est que les Pacers ont décidé vraiment de bloquer l'accès à la raquette, et en fait de jouer assez grand, avec tout le temps au moins donc le pivot, que ce soit Miles Turner ou Thomas Bryant, mais surtout Miles Turner, c'est surtout quand c'était lui en défense que ça fonctionnait bien, et à chaque fois, on va dire 2 forwards qui étaient là au poste 3 et 4, c'est-à-dire soit Obi Toppin, soit Pascal Siakam, soit Jarrett Walker, qui a changé le cours défensif de ce match, avec 2 deflections de suite sur Max Strus, une interception sur une très belle lecture de ligne de passe, sur une passe de Darius Garland, sur une skip pass. Vraiment, Jarrett Walker, le sophomore dont on a un peu parlé dans l'hebdo, qui fait un super match défensif, et puis qui fait un peu ce qu'on a dit dans l'hebdo, c'est-à-dire il fait un peu tout en attaque. Il a une action où il est opérateur, il est porteur de balle sur un pick and roll, et il arrive à trouver Thomas Bryant sur une pocket pass. Il a une action où il coupe en backdoor, il met 2 ou 3 tirs à 3 points sur le match. Donc c'était plutôt sympa le match offensif, et même le match global de Jarrett Walker, qui a aidé justement à densifier cette défense des Pacers et à couper l'accès à la raquette, ce qui était permis notamment par un peu le manque de réussite à 3 points des Cavs, et notamment des Pacers. Alors que là on voit le cut à l'écran avec le fameux comment il s'appelle, TJ McConnell qui nous fait une Steve Nash, quoi. Je pars d'un côté, je ressors de la raquette toujours en dribblant, j'attends, et finalement un mec cut et la défense se casse, quoi, avec un énorme cut avec dunk de Jarrett Walker. Mais ouais, non, mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'ils ont fait du coup pour verrouiller un peu tout ça, notamment la raquette. Tu nous parles de la raquette. J'ai vu aussi passer un tweet comme quoi la meilleure recette, et je suis assez d'accord, pour l'instant la meilleure recette pour arrêter les Cavs, c'est peut-être encore de faire des blitz, de faire des trappes, des prises à 2 agressives sur les porteurs de balles, parce que ça a beau être des bons passeurs, ça reste aussi des mecs un peu petits, Garland et Mitchell. Donc est-ce qu'on a eu droit à ce genre de couverture agressive pour en fait couper court à l'action très tôt? Alors justement, avec Miles Turner, on est resté dans du drop un peu classique. Par contre, dès que c'était quelqu'un d'autre, que ce soit Siakam, Walker, Toppin ou même Thomas Bryant, on était plutôt sur du edge assez agressif, où du coup justement on forçait la passe, on forçait la lecture sur short roll, et justement les Pacers ont eu aucun scrupule à vraiment donner des tirs ouverts à Isaac Okoro, ça on savait, mais même à Caris LeVert en fait. Ils ont réussi à tricher à partir de Caris LeVert et de Jarrett Allen, et vraiment parce que les Pacers ils connaissaient Caris LeVert d'avant cette saison en fait. C'est ça. Ils avaient lu les scouting reports. Donc on va dire que les Pacers en première mi-temps ont eu une défense assez conservatrice. Voilà, où on essaye de respecter un peu tout le monde, et puis deuxième mi-temps par contre on joue à fond le jeu de réduire le terrain et de contenir la raquette surtout. Oui, c'est vrai que là on voit par exemple sur un extrait vidéo là, pick and roll entre Garland et Jarrett Allen, donc a priori pas grand chose. Miles Turner qui reste en drop, ok, mais surtout on voit une aide ultra agressive là, un stunt ultra agressif de la part de Nembhard qui vient totalement abandonner. En plus c'est un shooter, il y a un côté fort, on a à la fois Dean Wade qui est un shooter et Sam Merrill. Et effectivement, on voit le stunt hyper agressif qui fait que, non, en fait, vous voyez, là, je fais pause, on a un 3 contre 2, en fait. Et on a surtout quelqu'un qui vient s'interposer, alors qu'on pourrait se dire, Miles Turner est en drop, il attend bas, donc il y a l'espace de venir. En fait, non, on a un troisième mec qui vient s'interposer dans cet espace, et donc, au final, Garand peut aller nulle part, et ça finit en turnover parce qu'en plus, je crois que il vient switcher. C'est aussi ça le truc, c'est que au début, c'est un stunt, mais finalement, il reste sur Garland, et Jarrett Walker va switcher, va ressortir à l'extérieur, donc hyper bien exécuté. Voilà, donc ce genre de petit schéma un peu agressif, quoi, au final. Mais à quel point tu te dis c'est des schémas brillants tactiquement, à quel point c'était aussi Cleveland qui passe un peu à côté du match? Je pense qu'il y a de ça aussi, puis même en termes d'adresse à 3 points, tu vois, les Cavs ils finissent à 27%. Ouais. Donc ça a forcément aidé le fait que tu vois un Max Strus soit à 1 sur 5, que George Niang soit à 1 sur 4, que Sam Merrill soit à 1 sur 5. Ça a aidé les Pacers à se conforter dans cette stratégie-là, d'être super agressif sur le second rideau du pick and roll, quoi. C'est vrai que la proba que à la fois Dean Wade, Max Strus, George Niang et Sam Merrill, donc tes meilleurs shooters, soit chacun soit 1 sur 4, 1 sur 5, en même temps, sur le même match, ça arrive pas souvent. Mais là, en plus, si dans le même match, t'as aussi Garland qui est à 3 sur 9. Enfin bref, c'était... Bon, après, tu me diras, de l'autre côté, tu vois, les Pacers, ils shootent à 31% à 3 points aussi. Donc
Donc c'est pas comme si genre une équipe qui était en sous-réussite et une équipe qui était en sur-réussite. Après, ils ont battu les Cavs, mais c'était pas non plus une orgie offensive, hein, d'après ce que j'ai compris. 103-86, ça c'est pour le score hors garbage time. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait de bien les Pacers? C'est l'accès au panier, c'est ça? Ils sont allés beaucoup scorer au niveau du cercle. Ouais, il y a Pascal Siakam notamment, et surtout pas mal de provocations enfin ils sont beaucoup allés au lancer quoi. Alors beaucoup au final pas tant que ça en première mi-temps, mais surtout Andrew Neymar dans deuxième qui arrive à y aller à des moments un peu importants. Et puis j'ai résolu l'énigme aussi. Quasiment 24% de transition. Pour Indiana, ça aide, ça fait des points faciles quand même. Ouais, mais tu vois, moins exacerbé que l'an dernier, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait moins cette volonté qu'on avait vu l'année dernière de jouer super vite. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu apaisés. Bah tu vois, même Tyrese Haliburton qui finalement joue que 19 minutes, je sais même pas pourquoi. Je t'avoue que ça j'ai un peu oublié, mais Andrew Neymar était tellement bon et tellement flamboyant en deuxième mi-temps que j'ai oublié que Tyrese Haliburton n'était pas là. Oui, 1 sur 5 au tir, 18 minutes pour Haliburton. Effectivement, tu vois d'instinct, tu m'aurais dit les Pacers ont fait tomber les Cavs. Je t'aurais dit ouais, ok, gros match Haliburton. En fait, non, c'est même sans Haliburton, quoi. Ouais, bah il s'est blessé assez tôt dans le match. D'accord, ouais. Et puis même, il était un petit peu diminué dès le début. Par contre, ça l'a pas empêché de faire une petite bataille de playmaking avec Darius Garland au début du match. C'était sympa. Ils enchaînaient les passes un peu flashy les uns après les autres. C'était sympa. La surchauffe s'arrêtera un jour pour Kais Levert, nous dit Abracadabra dans le chat. La magie des maths. Après, je crois qu'il n'y a pas que. Alors, il y a peut-être un peu de surchauffe. Oh, effectivement, 44% à 3 points, alors que c'est un mec qui est autour des 33-34, donc en dessous de la moyenne d'habitude. Bon, ok. Il y a un côté surchauffe à 3 points, mais je crois qu'il y a aussi un aspect de mieux contrôler le régime de tir, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Ouais, non, il prend quand même beaucoup plus de tirs au cercle qu'avant. Bon, c'est pas spectaculaire non plus. Ouais, non, c'est peut-être finalement quand même en grande partie la surchauffe. Ouais, ok. Je dis des bêtises, non, pas beaucoup plus de fautes qu'avant. Pas ok. Ok. Si au niveau du pourcentage de paniers assistés, je vais regarder aussi. Ouais, il est quand même plus assisté qu'avant. Tu vois, il est à 70% de paniers assistés. Avant, il était autour de 50, même 40, même 36. Donc, ouais, il y a aussi un aspect de. Mais ça fait aussi partie du truc, quoi. C'est qu'il y a des cuts et puis il y a des 3 points catch and shoot. Et voilà, ça aide aussi, quoi, au final. Donc ok, voilà pour ce commentaire. Et puis, on nous dit Sabonis et Garland, joueur de la semaine. Nous dit Derek, ça vient de tomber apparemment. Tyrese sorti sur blessure, hamstring encore en janvier. Il est abonné, ouais, malheureusement. Ok. Voilà pour ce match. Ou alors tu me dis, hein, Non, moi c'est. Attends, est-ce que je regarde un truc? Ah si, Nembhard, je voulais poser la question. Qu'est-ce qu'on en pense de Nembhard? Parce que je sais que apparemment je suis un peu plus bas que la moyenne sur Nembhard. Bah ouais, t'es plus bas que moi. Moi, je te rappelle qu'il était dans ma liste de superstars en devenir cette année. Non, mais même aujourd'hui, on en a parlé un peu dans le Discord. J'avoue que je comprends pas trop l'excitation. Alors, je dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, mais enfin, c'est un joueur qui a quand même un profil assez clair pour moi, c'est-à-dire bon défenseur handball, mais moi je trouve pas de niveau élite. Donc voilà, tu vois, c'est pas comme genre Jalen Suggs ou Lou Dort ou Derrick White, ou même s'il y avait que la défense, tu dis bah oui, ça vaut le coup parce que la défense est à ce point transcendante. Moi je trouve qu'il est plutôt très bon, ok, mais en plus pas trop de polyvalence, donc ça reste sur des postes plutôt petits, quoi. C'est pas non plus c'est pas comme genre ce serait un niveau bon 7 ou 8 sur 10, mais sur tous les postes. Et puis en attaque, c'est surtout qu'il peut pas trop aller au panier, c'est pas un top shooter et c'est beaucoup de pull-up en fait. C'est un joueur un peu. Il est allé à l'école de TJ McConnell, quoi. Donc c'est un joueur qui accède pas trop au panier, mais qui arrive quand même à provoquer un peu de fautes. On est beaucoup sur du pull-up et on voit par exemple en première mi-temps où ça rentre pas. Donc il a un impact offensif qui est assez faible. Et puis en deuxième mi-temps, tout d'un coup, le tir commence à rentrer et donc ça lui débloque un peu son jeu. Moi, ce que j'aime bien quand même chez Andrew Neymar, c'est ce côté défense. Alors quand tu dis polyvalente, enfin qui manque de polyvalence, je comprends dans le sens où tu dis il peut que défendre sur un poste 1 ou sur un poste 2. C'est ça. Et par contre, j'aime bien les différents aspects qu'il peut avoir, c'est-à-dire que au point d'attaque, je trouve ça sympa. Sur la navigation d'écran, je trouve ça super sympa aussi. Mais tout ce qui est au nail, tu sais, quand il est à une passe et qu'il peut venir faire des stunts, il a quand même des mains actives. Et je trouve que dans l'anticipation, on en a un peu parlé sur l'hebdo, mais dans l'anticipation, il est très bon aussi. C'est un mec qui sort de Gonzaga, donc défensivement, ils ont tendance à être bons ces mecs-là. Ouais. Mais non, offensivement, c'est quand même encore assez limité.
Mais je trouve que à côté de Tyrese Haliburton, c'est assez complémentaire, mais il faut juste pas voir en lui un numéro 1 offensif, quoi. Mais un mec de complément offensif et très bon défensivement, je trouve que c'est sympa quand même. Très bien. On peut avancer alors. Si tu veux bien, on est à combien d'ailleurs? J'ai pas du tout le minutage. On a combien? On a 1 heure déjà. Oula, il faut qu'on se dépêche un peu. Qu'est-ce que on avait parlé dans l'hebdo du Minnesota Memphis. C'est vrai que je voulais quand même un peu revenir dessus, peut-être un peu plus en détail que ce qu'on a fait. Mais alors en plus notamment avec oula, je vais quand même couper le son. Peut-être un peu d'image pour ceux qui sont là. Mais c'est vrai que moi je voulais aussi insister sur l'aspect de j'ai beaucoup aimé le passing en fait de ce match-là de Edwards, et on le voit hein, déjà sur cette première action. Ça aussi on va développer, mais il y a un aspect de comment est-ce qu'on le fait arriver sur les actions qui a été hyper marquant sur ce duel Ja Morant Anthony Edwards. Et là on voit que directement en fait il va mobiliser à chaque fois 2 joueurs sur l'action. Et là voilà, là clairement c'est lui qui crée le jeu quoi. On a extra passe de Randle ensuite pour un tir dans le corner de DiVincenzo. Ok, il y a pas d'assist, d'ailleurs le tir est rentré, voilà, mais pour le coup c'est lui qui a créé quoi. Et en fait on a vu ça tout le match. Et l'autre aspect, pourquoi je parle de zipper, en fait une action en zipper, c'est vous allez voir c'est un peu ça, c'est un peu il part un peu d'en bas, il va remonter quoi. C'est un peu comme ça qu'on va le faire arriver dans certains sets. Là en l'occurrence, il remonte pas. On voit que c'est juste il va couper ligne de fond. Mais il y avait un côté où on a essayé de l'installer beaucoup sur ce match-là dans des sets. Et comme il était défendu par Jalen Wells, qui est plutôt un bon défenseur, en fait justement plutôt que de le laisser attaquer sur des situations un peu statiques, on l'a fait un peu remonter. Et tu vois là, très bon exemple que je peux vous décrire pour ceux qui sont à l'oral. Il part de ligne de fond. Jalen Wells est très bien accroché, et plutôt que juste démarrer en tête de raquette ou même depuis à 3 points prendre le ballon et attaquer statiquement, en fait il y a une zipper action comme on dit, donc juste tu pars d'en bas et hop tu remontes, tu prends un écran pour remonter, prends la balle, et au moment où il la capte, en fait il a déjà un temps d'avance quoi, il a déjà un décalage parce que Jalen Wells a dû traverser un premier écran, et donc ce qui à la fin ça devient un contre un, une ISO, vous voyez il y a plein d'espace libéré en tête de raquette et même sous le panier, et ça lui permet en fait d'attaquer directement lancé quoi. Et là encore, comme la défense se resserre beaucoup autour de lui, il peut un peu libérer et faire de la passe. On a vu aussi là encore, il vient chercher un pick and roll, il fend le pick and roll en deux, parce que ce qu'on appelle split the pick and roll, le fendre en deux, avec un Zach Edey qui au niveau de l'écran veut monter cette fois pour le contenir en 2 contre 1, sauf que hop, Edwards qui va au panier, et ça c'est bon, on est habitué hein, mais c'est le côté Edwards, s'il fait ça tout le match, c'est une version All NBA, voire même All NBA First Team quoi. Il y a un tel potentiel. Là vous voyez encore hein, il part d'ici, il va avoir un écran il va remonter, donc c'est un peu des actions en zipper. Finalement non, il coupe de l'autre côté, hop, on va chercher le ballon, et là encore vous voyez que on a cet aspect de bon, il fait le tour de l'autre côté, mais quand il reçoit la balle, on est quasiment sur du off-screen, hein. FD, on peut dire, sur de la sortie d'écran pour donner un premier décalage, un premier avantage sur Wells, qu'il a très bien défendu, en fait. Ouais, bah, il y a 2 choses là-dessus. Un, déjà, je trouve ça super drôle de faire ça contre Memphis, qui fait exactement la même chose, notamment avec les Iverson Cut, qui est en gros la même chose, mais si tu commences, au lieu de le faire de manière verticale, tu le fais de manière horizontale. C'est ça. Mais c'est le même principe de donner du mouvement avant l'action principale. Et la deuxième chose sur les clips qu'on a vus là, on en a parlé pendant les dos, hein, mais c'est la volonté de passing de Julius Randle sur les 2-3 premières actions que tu montres. Combien de fois sur les extra passes, combien de fois on aurait vu Julius Randle poser un dribble, hésiter à prendre le tir et casser l'action, alors que là, bon, parce que c'est un set aussi, la passe arrive rapidement. Donc ça déjà c'est le bon premier point. Et la deuxième chose, c'est dans les situations où on a vu Julius Randle en initiateur de l'action, donc c'est lui qui fait la passe à Anthony Edwards. L'aspect intéressant, c'est que du coup tu coupes Jaren Jackson Jr. qui était en défense sur Julius Randle, tu l'enlèves de la couverture défensive de second rideau, puisqu'il est forcément à 3 points. Et c'est vrai que ça, je l'ai pas reprécisé ici, mais c'est marrant. En plus, on a parlé de Houston Memphis avec Antoine vendredi soir. Il me demandait est-ce qu'il y avait des couvertures un peu agressives par rapport à Memphis, qui en fait pas tant que ça. Et là, pour le coup, il y en a eu. Et à mon avis, c'est aussi parce qu'il y a un aspect où on voit hein, tous ces 2 contre 1 au niveau du ballon, où le gros, donc ça pouvait être Jay Huff, ça pouvait être même Zach Edey, ça pouvait être Jaren Jackson ou n'importe lequel, qui en fait, Brandon Clark aussi, les mecs montaient au niveau de l'écran pour créer ces fameux 2 contre 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas affaire à forcément un passeur génial, justement. Il ferait pas ça, je pense pas que si on a Memphis Dallas, il le ferait, par exemple. Mais c'est vrai qu'avec à la fois le manque de spacing parfois des Wolves et le passing d'Edwards qui est bon, qui est en développement et qui est pas parfait, mais ça a été un peu le raisonnement de pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce type de passe, mais justement, de couverture défensive. Mais justement, je trouve que la réponse de Edwards,
à ce genre de schéma qui est fait pour tester son passing, la réponse a été géniale. Là, on enchaîne un peu les clips, vous voyez qu'il y a 2 contre 1, et même si lui-même ne va pas trouver directement le shooter ouvert ou le cutter, bah, il ressort proprement et rapidement. Et même là, on voit une magnifique passe ligne de fond juste en 1 contre 1. Il place le premier pas et puis qualité Zakidi qui vient aider, qui vient boucher l'angle. Et donc qualité athlétique en l'air, ajustement. Je vais trouver le corner opposé, Jaden McDaniels pour un 3 points. Enfin voilà, il y a aussi ce duel finalement d'une équipe des Grizzlies qui font pas tant que ça de couverture en 2 contre 1 sur le ballon. Là, on le voit encore une fois avec Zakidi qui monte assez haut sur le pick and roll. Et pourtant, ben voilà, on a un Edwards qui a plutôt bien répondu avec voilà plein de distributions. Et c'est vrai qu'on a parlé dans l'hebdo, hein, toi t'avais souligné un peu le côté au niveau du scoring, il fait pas tant que ça un gros match, mais je trouve qu'en fait bon, il aurait pu mettre plus de tirs, on est d'accord. Mais il y a aussi un aspect de, finalement, il laisse le jeu dicter ce qu'il doit faire. Là encore, on voit une action, ça commence une zipper action. Donc, c'est-à-dire, il est en bas, Rudy Gobert fait un écran pour qu'il remonte, et comme ça, il capte le ballon avec déjà un temps d'avance sur Jalen Wells, il enchaîne avec le pick and roll avec Gobert, 2 sur le ballon. Il arrive à se dépatouiller un peu des deux, et surtout, il scanne le terrain. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Ja Morant délaisse le côté fort parce que on respecte pas McDaniels. Donc, la passe est faite pour McDaniels, qui, en effet, ne met pas le tir ouvert. Mais pour le coup, il lance son match, quoi. Ouais, c'est exactement. C'est exactement le bon choix. Et puis voilà. Là, on parle que des fois où il arrive un peu à, enfin, il subit le 2 contre 1 et il ressort, mais il y a aussi des fois, on l'a vu tout à l'heure, où il fend le piqué dans l'an 2, il arrive à passer outre un peu ce 2 contre 1. Il y a aussi eu ce genre de situation au final, quoi. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce match-là, encore une fois, de Edward en termes de passing et en termes de gestion, parce qu'il y a une gestion du rythme. Là encore, on voit une passe, il gère ce 2 contre 1 et puis il kick out sur Randle qui est dans le corner opposé. Donc ouais, c'est quand même assez cool. Là, pareil, isolation, mais isolation en mouvement. Il fait un one au panier, mais pourquoi? Là encore, regardez, il démarre depuis ligne de fond, tout en bas, zipper action, hop, alors zipper, Z-I-P-P-E-R. Hein. Bon, pour les noms, on s'en fiche un peu, mais grosso modo, c'est je remonte avec un écran, et donc ça se retrouve comme en première mi-temps, on a vu tout à l'heure, isolation en mouvement avec Jalen West qui peut pas, c'est pas aussi facile que situation un peu statique où tu vois venir, t'es prêt, t'orientes avec le bon angle, la défense derrière peut s'organiser avec Jaren Jackson, qui voit venir, qui dit ok, je vais faire ça, on fait comme ça. Non, là c'est en mouvement, donc c'est pas pareil. Autre ajustement qu'on a vu aussi, c'est vu que tu fais des prises à 2 un peu agressives, enfin pas non plus très agressives, mais des 2 contre 1 sur le ballon, on voit aussi que la pose d'écran, où est-ce qu'elle est faite? Niveau de la ligne médiane. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a d'autant plus d'espace dans le dos pour ensuite attaquer. Et là on voit que c'est exactement ce qui se passe. Avec tout l'espace, il peut justement attaquer Brandon Clark avec beaucoup d'espace dans le dos, parce que l'écran a été posé très très haut. Donc voilà, au final, je trouve que le match d'Edwards a été quand même très très bon de ce point de vue-là, même si en effet, il n'y a pas forcément le scoring. Mais pour un mec qui s'est quand même plaint il y a quelques jours de ses prises à 2, je me suis dit, c'est quand même une plutôt bonne réponse, quoi, au final de tout ça, quoi. Ouais, et surtout que forcément le contre-coup, si tu viens à 2 sur Edwards, c'est que parfois il va donner la balle. Là, on a beaucoup vu qu'il l'a gardé et il cherchait un ailier. Il y a eu 1 ou 2 situations où il a cherché directement Rudy Gobert, et on a un très bon match de Rudy Gobert niveau passing sur short roll. T'as mis 2-3 vidéos, mais c'était un assez bon match de Rudy Gobert dans l'adaptation justement et la lecture de jeu. D'ailleurs, je peux vous mettre aussi un peu à l'image, hein. On l'avait dit, mais dès que Mike Conley rentre sur le terrain, puisqu'il est plus titulaire maintenant, dès qu'il est sur le terrain, le jeu avec Gobert, voilà. C'est lob time. Du automatique, Mike Conley qui est le bon passeur avec les bons schémas, alors les automatismes aussi, mais on avait parlé aussi avec Russell, qui est pas du tout le bon type de passeur pour un Gobert, qui aime plutôt mettre des passes à terre, des pocket passes sur pick and roll, ça marchait pas. Mike Conley, il arrive à mettre des passes un peu en hauteur, comme Gobert aime bien, parce que Gobert a pas les bonnes mains. D'ailleurs, vous voyez une plutôt bonne passe, une passe à la Doncic là, de Gobert par-dessus la tête dans son dos. Mais voilà. Et puis non, l'autre aspect de ce match pour les Wolves, c'était DiVincenzo. Je voulais aussi qu'on passe quelques extraits vidéo et qu'on puisse même les décrire. Tu nous as parlé de cette première action où en fait on va l'utiliser en création. C'est un peu ce qu'on a dit quand on a parlé donc sur l'hebdo, c'est cet aspect de, c'est pas que genre le 3&D qu'on met à côté d'Edwards, on voit aussi des vrais systèmes de création en fait sur ce match-là. On a vu, même moi j'avais jamais vu autant de création de la part de DiVincenzo depuis qu'il est au Wolves, et même je crois qu'au Knicks il a jamais vraiment eu ce rôle-là. Non. Et on a clairement soit des dribble and off où il y a un jeu de main à main, mais c'est lui qui va créer le décalage de par sa course et venir chercher le ballon. Ou alors même un petit pick and roll un peu plus classique pour le coup. On n'a pas l'habitude, et parce que d'habitude le dribble est pas top chez lui. Et là, on a quand même de bonnes séquences. On en voit là, de pick and roll. Il y a de la tension qui est sur lui, driving kick, etc. Et d'ailleurs, de manière assez marrante, lui-même a subi des prises à 2. Les fameux edge qu'a dû
qu'a subi Edwards sur ses pick and roll. On a eu pareil, Memphis est aussi monté assez haut sur les écrans par rapport à DiVincenzo. Je sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais il s'en est plutôt pas mal tiré aussi, quoi. Tu vois, d'ailleurs, un bon exemple ici, on a Jaren Jackson qui sur le pick and roll plein centre, il monte assez haut, 2 contre 1 sur le ballon, donc ça libère. Extra passe d'ailleurs, bonne extra passe de Randle dont tu parlais, ça fluidifie le jeu. Et puis voilà, quoi, ça fait un panier. Donc voilà, en termes de création, je pense qu'il y a peut-être un truc à exploiter ici parce que ouais, Mike Conley, on a vu que c'était un peu compliqué en termes de niveau de jeu et qu'il faut bien que la création vienne de quelque part. Donc si tu peux en tirer au moins un peu de la part de DiVincenzo, c'est quand même cool. D'ailleurs là, on voit à l'écran, tu parlais des passes de short roll de Gobert, on en voit une. Là encore, 2 sur le ballon, DiVincenzo qui libère par-dessus, c'est parfait. Rudy Gobert qui pose un dribble, les rotations qui viennent. Et je fais la passe dans le corner, quoi. Donc c'est vraiment très très bon pour le coup. Voici un peu pour les points principaux, on va dire, de ce match-là et des Wolves. Côté Memphis, moi c'est Jaren Jackson. Hein. Jaren Jackson, je peux faire pause et c'est vrai qu'on en parle toujours en podcast. Là, peut-être que ceux qui sont en live peuvent le voir. Toujours cette même configuration de Memphis, isolation de Ja Morant, isolation de Jaren Jackson. Regardez la configuration du terrain, il va attaquer ici, donc plutôt sur l'aile, mais avec tout cet espace qui est libéré, et avec un mec dans le corner, et un mec sur l'autre aile. Et en fait, il a tout cet espace où il peut aller à droite, à gauche, et il y a personne qui peut le gêner. Et en fait, c'est vraiment libérer un maximum d'espace avec l'organisation du terrain pour en fait lui permettre d'aller sur ses spots à l'intérieur. Ouais, c'est ça, tu lui donnes ses spots, quoi. Exactement. Et avec son toucher de balle qu'on avait bien décrit, main gauche, main droite, en fait, c'est très bon. Et on peut parler des drives, mais aussi, voilà, là on le voit, le toucher de balle aussi sur un post-up contre Nasrid. Juste, il a aussi, en plus des très longs bras, en plus du toucher de balle, vous voyez qu'il arrive à libérer la balle par-dessus un Nasrid qui a pourtant les bras tendus, et ça fait panier, quoi. Parce qu'il y a cet aspect aussi, même en post-up. Alors, je sais pas si tu peux trouver les chiffres FD de cette saison en post-up de Jaren Jackson, mais même ça, j'ai l'impression que c'est quand même meilleur que d'habitude. Pour le coup, avec Jaren Jackson, je vais essayer de prendre un peu le chat sous les yeux. Je vous ai pas lu depuis un moment. Est-ce qu'il y a des commentaires un peu qui nous... Salut la Team Basket Lab, salut à toi. Jalen Wells, c'est plutôt un défenseur qui a une bonne navigation d'écran ou plutôt tanky? Plutôt navigation d'écran, je dirais, justement. Pas tant que ça encore solide, mais après il est encore un peu jeune. Edwards progresse beaucoup sur beaucoup de secteurs de jeu, mais je suis convaincu que cette équipe serait bien meilleure avec un vrai porteur de balle. La question du vrai meneur, en fait, c'est un peu ça, un peu comme on a dit avec les Suns, quoi. Ouais, non, justement, j'ai l'impression que le vrai meneur, on l'a, c'est Mike Conley, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le profil idoine, quoi. Mike Conley de 2017, c'est génial, quoi. Oui. Jaren Jackson, on est à 3 post-up par match et on est à 1,05 points par possession. Donc généralement post-up, quand on est au-delà de 1 point par possession, on est très bien. Donc avec un plutôt gros volume, 3 dans la NBA actuelle, c'est beaucoup par match. Et 1.5, on est dans le 62e pourcentile en termes d'efficacité. Mais sur un volume comme ça, c'est sympa. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cet aspect, et là on le voit à l'écran, dès qu'il a un mismatch, dès qu'il y a un switch, dès qu'il y a après un rebond, après une transition qui est mal faite ou un truc comme ça, dès qu'il est un plus petit, je trouve que cette année, c'est létal, quoi. Alors pardon pour l'abus de langage, évidemment, mais j'ai l'impression que à chaque fois il arrive à punir, quoi. Dès qu'il a un plus petit, il y a cet aspect de je vais sur mes spots et puis j'arrive à punir beaucoup plus que d'habitude le fait que l'équipe en face triche ou alors se retrouve dans une mauvaise situation. Cette année, je trouve que il arrive à punir, et pas que les petits, hein. Là on voit qu'il enchaîne des situations face à Randle, il enchaîne des situations face à Nasrid. Là encore, tu vois, c'est aussi un truc avec lui. Le dribble est pas encore parfait, et surtout après le contact, il avance pas tout le temps. Et là, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a un premier dribble, un premier move, Randle qui le bloque très très bien, et donc il y a un premier contact, une première opposition, une première résistance. Et c'est vrai que parfois, Jaren Jackson s'arrête un peu à ce moment-là. Il y a pas le côté je continue, je pars de l'autre côté, ou voilà. Et c'est vrai que parfois il déclenche donc ses flotteurs très loin si le contact a lieu très loin. Mais en fait, il a tellement ce toucher de balle et ce contrôle du corps que il peut s'arrêter n'importe comment. L'orientation des appuis est pas parfaite. Je saute en l'air et avec le contrôle du corps plus touché, ça rentre. Non, mais à chaque fois qu'il prend des tirs, notamment ses flotteurs, je me dis mais c'est pas un bon tir, ça. En plus c'est sa main faible. Et au final ça rentre souvent, et quand tu regardes les stats, en fait il est parmi les joueurs les plus efficaces sur short mid-range ou même sur long mid-range sur ces flotteurs là. Donc c'est pas des tirs qui
instinctivement ont l'air d'être des tirs à haut pourcentage. Mais en l'occurrence, pour l'instant, cette année, il y est totalement. Pour rappel, il est à 52% sur tous les tirs à mi-distance et 53% sur le short mi-distance. Donc, et tu vois, là, j'ai dû montrer 10 clips et c'était que la première mi-temps. On voit que la deuxième mi-temps, comment est-ce qu'elle commence? Post-up face à Randle, donc même pas un mismatch. Il y a Gobert qui vient aider, ligne de fond, il vient un peu roder. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un spin move et il finit par-dessus Gobert, quoi. Par-dessus la prise 2. Non, vraiment, on a affaire à, je trouve, une explosion qui est peut-être un peu sous-estimée parce que tout le monde parle pas forcément beaucoup de Memphis. Mais voilà. Alors là, c'est l'action. Ça, pour moi, c'est OK. Là, tu t'approches de l'NBA First Team à mes yeux. En tout cas, et si en plus il y a le passing, quoi. Parce que là, donc je décris isolation face à Gobert de très loin du panier. Donc forcément, il a fait du mal toute la première mi-temps. Donc vous voyez que directement les aides sont prêtes pour la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe. Et ça, c'est vrai que c'est quand même la grande faiblesse du jeu de Jaren Jackson, qui en plus paradoxalement est un mec ultra intelligent sur le terrain et même hors terrain. Bon, hors terrain, à la limite, on s'en fout, mais c'est un mec qui pourtant, malgré l'intelligence, a pas trop de passing, même pas du tout. Donc s'il y a cette dernière étape d'arriver à combiner ses drives et cette dangerosité avec en plus lever la tête, voir l'aide et faire la passe, ce serait le jackpot, quoi. Franchement, parmi les drivers à gros volume, c'est un des mecs qui fait le moins de passes à partir de ses drives. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'étonne pas du tout. Mais ouais, effectivement. Donc voilà un peu grosso modo sur ce qu'on peut dire. Peut-être quelques extraits vidéo et on peut les commenter aussi et en parler. Mais le pick and roll de Gobert qui a très très bien tenu par rapport à Ja Morant. Là on en voit d'ailleurs un premier exemple où pick and roll plein centre avec une option pour la droite, une option pour la gauche. À la fois Gobert qui reste en drop, qui protège le panier et en plus le retour de Jaden McDaniels par derrière qui est quand même très bon. Mais on en a parlé aussi, mais il y a cet aspect de finalement ça, il a très très bien tenu un peu tout le temps. Là j'ai laissé aussi pourquoi parce qu'on a un Zach Edey qui sur un pick and roll va tenter le pick and pop. Alors pour le coup il le met. Je serais assez curieux de voir s'il peut le développer ça, tu vois, pour le coup, parce que ça peut être aussi un game changer dans son jeu s'il a un peu ce petit pull-up, ce petit pick and pop pardon au moins. Mais voilà, on a eu affaire à un mec qui là clairement pick and roll J-Huff, Ja Morant et ça devient un switch, tu vois. McDaniels va sur le pick and pop, donc ce qu'on appelle un late switch, hop, il revient sur le pick and pop pour empêcher la passe et le pick and pop ouvert. Et Gobert arrive à gérer le 1 contre 1 contre Ja Morant, quoi. Donc je pense aussi que là encore, vu qu'il n'y a pas le résultat collectif, on va moins en parler que l'an passé. Mais je trouve qu'on a toujours un Gobert aussi bon défensivement, moi pour le coup, cette saison en fait. Ouais, totalement. J'essaie de regarder les clips, mais avec le décalage. Ouais, c'est vrai que t'as un peu de décalage, toi. Ouais, mais Mais non, c'est vrai que le match de Gobert est sympa. Je sais pas si t'as pu mettre l'action où Ja Morant essaie de lui faire les 3-4 feintes ligne de fond et puis finalement Gobert. Non, je l'ai pas mis. Non. Ouais, elle est sympa parce que tu vois parce qu'il y a une question justement, je fais le lien avec une question sur le contrat de Gobert. Alors c'est de Torkel78 sur Twitter, il y a un petit débat sur le contrat de Gobert. Est-ce que Gobert mérite son contrat? Avant de répondre à la question, il y a cette j'ai l'impression cette pensée parmi les arrières NBA que Rudy Gobert c'est forcément barbecue chicken, quoi. C'est forcément le mismatch facile à abattre et il y a cet aspect-là dans cette action-là avec Ja Morant où il pense que c'est bon, il voit Gobert, il se dit c'est bon, c'est fait, et en fait Gobert reste devant et défend très bien. Mais après pour le coup sur le contrat de Gobert, moi je suis côté défense encore super valuable et puis je trouve que oui, ça vaut l'argent que ça vaut, quoi. Donc moi j'ai pas trop de soucis avec le contrat de Gobert. Et paradoxalement ce match donc le pick and roll n'a pas marché du tout sauf à la fin. Et donc dans le money time il reste 2 minutes. On a un pick and roll à 2 écrans et qui est juste en fait hyper bien exécuté avec un Ja Morant qui place un changement de direction, un changement de rythme, accélération, je ralentis, je réaccélère. En fait c'est l'exécution surtout qui est géniale et donc il va un peu attirer les deux défenseurs et libérer la passe au alley-oop. Après avoir fixé Gobert, la passe par-dessus pour un Brandon Clark. Donc panier ultra clutch. De nouveau, même système. Et cette fois, il va carrément attaquer Gobert frontalement. Donc il se jette en l'air et il va l'affronter sur la verticalité. Et hop, on absorbe le choc et on fait le panier. Et puis même à la fin, bon ça vous le connaissez, le flotteur, le game winner. Mais c'est marrant de voir que sur tout le match, Minnesota a très très bien contenu ce pick and roll Ja Morant contre Gobert. Et à la fin, t'as 3 actions qui te tuent le match sur ça. Donc c'est effectivement un peu dommage. Bref, donc je pense qu'on a fait un peu le principal. Enfin, quoique j'ai des tonnes de systèmes magnifiques de la part de Memphis, mais peut-être on se le gardera pour des vidéos autres que maintenant. On voulait aussi parler rapidement de OKC contre New York qu'on a vu tous les deux. D'ailleurs, je te laisse
Je te laisse. Est-ce que tu as tes notes sur place ou pas d'ailleurs? Je te prends. Non, moi j'ai vu celui il y a, c'est début de semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai vu le premier, j'ai pas vu l'horrible où on prend 25 au Garden. Celui-là, je l'ai pas alors vu. le premier, c'était quoi un peu grosso modo le topo avant qu'on fasse la revanche? Le premier, c'est qu'on met, attends que je relise mes notes. C'est qu'on met Jalen Williams en défense sur Karl Anthony Towns, donc le côté un peu Jalen Williams défenseur au poste 5 classique, et où du coup on neutralise du coup le pick and roll Brunson 4 parce que forcément on switch et on force les Knicks à faire ce qu'ils sont très mauvais à faire, c'est-à-dire faire du mismatch hunting au poste bas avec Karl Anthony Towns. Ouais. Donc il y a eu une situation où effectivement Karl Anthony Towns, il me semble, a pris le dessus sur. Alors c'était pas Lou Dort, c'était peut-être. C'était un défenseur extérieur du Thunder, mais il y a eu énormément de situations où en fait le switch arrive, donc on se retrouve avec Jalen Williams sur Jalen Brunson, ce qui est pas non plus un gros mismatch à attaquer. Du coup, on cherche Karl Anthony Towns et ça met vraiment du temps à se mettre en place et ça tue le rythme de l'attaque. Donc c'était une des stratégies défensives d'OKC pour limiter l'attaque des Knicks. L'autre, un petit peu évidente, on en a parlé avant sur les Bucks, c'est de mettre Isaiah Hartenstein sur Josh Hart. Ouais, ce qui permet d'utiliser Hartenstein sur en tant que roamer et puis en tant que protecteur d'arceau, et ce qui a énormément frustré Jalen Brunson, qui avait l'impression de gagner son duel, de passer notamment Lugansdort. Et puis derrière, t'avais Isaiah Hartenstein qui était quand même capable de venir en second rideau. Et puis du côté d'OKC, on a une énorme fréquence d'attaque au cercle. Voilà, ils attaquent le manque de rim protection des Knicks, ça on connaît. Et donc, puis, et toi, je te dis juste dernier truc. Et puis, ce qui fait gagner le match au Thunder, c'est un magnifique passage d'Aaron Wiggins en tant que poste 5 offensif, en tant que poseur d'écran, en tant qu'attaque de close-out. C'est feinte, un petit dribble rapide et puis pull-up à mi-distance. Vraiment, c'est Aaron Wiggins qui fait gagner ce match au Thunder parce que c'était serré pendant super longtemps. Mais voilà. Donc la revanche du 10 janvier, on a l'OKC qui a gagné largement face aux Knicks. Je crois que beaucoup de monde beaucoup ont été déçus à quel point le match finalement n'a pas été serré. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'explications, je trouve, et je pense que le premier, c'est que sur les pick and roll défensivement, comment est-ce que OKC voulait les gérer? En fait, OKC a fait des edges. Donc là encore, un peu cette idée de créer des 2 contre 1, de faire monter Hartenstein au niveau de l'écran. Si on peut faire pause pour ceux qui sont à l'image, on a le 2 contre 1 au niveau de pick and roll. Donc ça, c'est vrai que c'est assez important, et vous allez voir que c'est un peu la clé, parce que en fait, Brunson a plein de qualités, mais quel est l'avantage du edge? C'est que si tu montes haut au niveau de l'écran, tu ne laisses pas le temps et l'espace de pénétrer un peu profondément dans la raquette et sur le terrain. Donc en fait, tu le stops directement, premièrement, et en plus, Brunson, c'est quand même un mec un peu petit. Donc il y a un peu, je trouve, avec ces stratégies du edge, c'est un peu le côté, on fait un 2 contre 1, et on sait qu'il peut pas nous punir forcément facilement en passant par-dessus. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu au final sur ce match-là. Dès qu'il affrontait un peu le pick and roll classique, on avait un edge de la part de OKC. Là, encore une fois, vous voyez un autre exemple sur le côté, un pick and roll où Hartenstein monte haut et freine totalement. Enfin bref, il y a quand même il y a quand même des difficultés en fait du edge de passer par-dessus, au point même que qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire un contre-move, c'est-à-dire que ici on a un système, on fait un pick and roll sur le côté exprès parce qu'on sait qu'il va y avoir un edge, mais donc si OKC fait un edge, ça veut dire qu'il y a quelqu'un côté faible qui va venir coulisser pour compenser au cas où il y a quand même une passe par-dessus. Et donc quel est un peu le but? C'est que on essaie d'attirer la défense d'un côté, et en fait plutôt que de prendre le pick and roll, qu'est-ce qu'on fait? Renversement de jeu en une passe de l'autre, et de l'autre côté du terrain il y a aussi il y a une sortie d'écran où on va punir le défenseur qui s'était aventuré un peu loin pour compenser le edge. Du coup, il est loin de son shooter, et donc en renversant le jeu et avec une pause d'écran, on obtient un 3 points ouvert. Donc voilà, finalement, New York a dû un peu bricoler par rapport à tout ça, parce que on a vu pas mal de séquences de jeu et de pick and roll où ça marche pas, quoi, parce qu'il est pas capable, encore une fois, il a pas la taille et l'habilité non, ça se dit en français, ça, pardon, excusez-moi. La capacité. C'est ça, capacité à passer par-dessus. Là encore, première action de la deuxième mi-temps, vous voyez Hartenstein qui monte haut au niveau de l'écran, 2 contre 1, et
on n'a pas ce côté, le décalage est saisi directement quoi par Brunson. On a vraiment plutôt un aspect de, il est freiné de suite et donc en fait on attend, on fait rien et puis on lâche la balle et il se passe autre chose quoi. Donc il y a un peu ce edge qui a un peu tout freiné. Contrairement d'ailleurs, tu nous as décrit le match d'aujourd'hui là, des Bucks qui l'ont laissé venir sur drop. Et donc il a pu pénétrer loin dans la raquette et aller sur ses spots à mi-distance et mettre ses tirs quoi. Donc c'est un peu toute la différence. Et donc quelle a été un peu une des stratégies qu'ils ont fait, notamment les Knicks, c'est de refuser l'écran. Donc c'est-à-dire que on faisait un écran d'un côté et on avait l'air de partir, par exemple ici, de partir côté droit. Donc Hartenstein est prêt à réceptionner côté droit. Et en fait non, Brunson refuse totalement l'écran et part côté gauche. Il prend pas l'écran, il l'utilise pas. Il part côté gauche et il peut aller au panier comme ça. Et on voit que c'est là où il a eu ses meilleures pénétrations et ses tirs les plus proches du panier. Donc là un premier exemple, on va avoir un autre ici, pareil, hop, il va refuser l'écran et donc en fait ça va se transformer en une espèce de isolation face à Christian Nolas quoi, et qui est un bon défenseur, mais pour Brunson, mais clairement là, vous voyez qu'on est proche du panier. Ça finit en post-up et ça finit en espèce de hook shot flotteur. Bon, il le met pas, il y a une faute, mais clairement il y a un peu il y a eu un peu ce truc de vouloir refuser les écrans, d'attirer d'un côté pour finalement partir de l'autre. Pourquoi ? Parce que on préfère finalement faire de l'isolation plutôt que de se laisser enfermer sur des edges où il peut pas passer par-dessus et le décalage n'était pas créé. Là, vous voyez que clairement, on attend que Hart pose l'écran et puis s'en aille, et puis on enchaîne comme une espèce d'isolation un peu de facto, quoi. De juste on attaque en un contre un, Nolas, ouais. Donc là encore, autre action, vous voyez, un pick and roll, un double écran qui va partir main gauche tout en haut du terrain, et en fait non. Hartenstein attend de l'autre côté et lui il refuse les deux écrans, il part de l'autre côté et la passe parfaite dans le corner pour aller trouver un shooter ouvert parce que OKC a laissé un shooter ouvert pour aider sur le edge. Bref, donc un peu ce genre de trucs et astuces, mais c'est vrai que ce genre de trucs et astuces, comme dit, de refuser un écran, de partir plutôt sur l'isolation, c'est pas mal, mais ça ne compense pas le fait que principalement sur ton pick and roll t'as été freiné quoi. Donc je sais pas à quel point toi ça t'inquiète par rapport au playoff, mais c'est vrai que d'ailleurs on en parlait avec Indiana Cleveland là jeudi. Il y a un tweet qui parlait de ça, de la meilleure manière de freiner finalement les Cavs, c'est de faire des blitz ou des traps sur Garland et sur Mitchell. À quel point ça t'inquiète toi pour les playoffs et par rapport à Brunson? Moi, ce qui m'inquiète, notamment dans ce mismatch, enfin dans ce match-up par rapport à OKC, c'est déjà qu'Eson Wallace, c'est un profil horrible pour Jalen Brunson parce que on parlait avant d'André Jackson. Là, Eson Wallace, c'est le contraire. C'est un mec petit, tanké. Je vais dire tanké, pas un peu tanké pour pas que tu me dises que je fais un euphémisme. Mais tu vois, même dans le match-up individuel, c'est compliqué pour Jalen Brunson. Et quand je pense à Boston, je me dis tiens, tu vois, Joe Holiday déjà c'est pas non plus super comme match-up. Le problème du edge, c'est aussi que voilà, comme il est petit, c'est l'incapacité qu'il peut avoir de faire la skip pass au-dessus du défenseur. Oui. Et d'ailleurs, souviens-toi la série de playoffs contre Dallas, contre Doncic, ils font pas des edges, ils font des drops, parce que. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'ils peuvent pas. Ouais. Ils peuvent pas. Et puis l'autre souci que je vais avoir par rapport au edge, c'est que les poseurs d'écran des Knicks sont pas forcément les meilleurs passeurs sur short roll. Alors Josh Hart est sympa et ok, mais pas non plus fou. L'aspect qui est super avec Josh Hart, c'est l'aspect un peu créateur de chaos, mais avec quand même beaucoup de déchets. Oui. Precious Achiuwa, on n'est pas sur le short roll. Karl Anthony Towns, c'est pas du tout son registre non plus, et c'est pas non plus le registre de Mitchell Robinson. Donc je pense effectivement que c'est le counter intéressant face au pick and roll de Jalen Brunson. Ouais, et surtout non seulement OKC arrivait à freiner un peu le pick and roll en faisant monter Hartenstein, mais même ils sont arrivés à dicter les pick and roll. Pourquoi ? Parce que soit tu fais un pick and roll, je vais essayer de montrer les bons extraits, mais soit tu fais un pick and roll pour attaquer Hartenstein, mais donc c'est avec Josh Hart, puisque Hartenstein défend Josh Hart. Donc tu le fais avec un partenaire de pick and roll qui est bien, mais qui est pas un vrai big, qui a pas de la verticalité, qui a pas le pick and pop de 48 turns, pardon. Donc soit tu fais ça en impliquant Hartenstein, mais t'as pas le bon partenaire, soit tu dis non, on va le faire avec quelqu'un d'autre. Mais sauf que quelle est la conséquence ? C'est que Hartenstein peut avoir donc la liberté de rôder autour du panier. Et c'est exactement ce que veut OKC au final. Parce que faire des edges, c'est sympa et ça permet de freiner le pick and roll quand il est impliqué. Mais ce que veut pour de vrai OKC, c'est d'avoir Hartenstein qui est sur un non-shooter, Josh Hart, et justement être au panier et bloquer tout, quoi. Donc
Donc finalement, c'est pile je gagne, face super quoi. Face super. C'est ça. Pour reprendre une expression qui a été utilisée dans des vidéos d'un drama vilebrequin. Mais non, mais justement, c'est aussi un peu on le voit à l'écran là, directement. On peut enchaîner là-dessus sur cet aspect. Ça a été le point clé. Donc tu nous dis que déjà ça avait été le cas dans le premier match-up, mais le retour c'est pareil. Donc par exemple, donc là on a à l'image, on envoie au post-up Karl Anthony Towns qui est défendu par Lou Dort. Ok, y a pas de souci. Et que qu'est-ce que fait New York aussi? Ils mettent quelqu'un qui est plutôt un non-shooter, mais c'est pas grave. Josh Hart, on le met sur l'aile. Parce que comme ça, on essaie d'éloigner le plus possible Hartenstein du panier. Vous voyez que forcément, quand il défend un mec sur l'aile, il peut pas aider autour du panier. Il doit descendre depuis plus bas. Donc c'est un peu les trucs et astuces classiques de quand tu es défendu par un protecteur de panier, tu te mets le plus haut possible, grosso modo. Mais voilà, là ensuite on enchaîne avec une action où cette fois Josh Hart est dans le corner. Vous voyez que Brunson ne peut pas attaquer tranquillement son isolation contre SGA. Pourquoi? Parce que Hartenstein vient s'imposer. Donc voilà, c'est vraiment un point clé de ce match-là, de ce match-up, de clairement OKC qui arrive à dicter un peu tout ça. Et Hartenstein, dès que il a pu, il abandonnait Josh Hart et il était au panier quoi. Et ouais. Donc du coup, on a aussi sur quoi j'enchaîne aussi? Oui. Forcément, comme Hartenstein n'était pas sur Karl Anthony Towns, l'autre contre-move qu'on compte tenter les Knicks, c'est de dire on va faire attaquer Towns, on va le faire attaquer sur les mecs plus petits qui sont sur lui. Sauf que ça n'a pas marché parce que là, vous voyez que prise à deux de Hartenstein et donc perte de balle pour les Knicks. Mais bon, après c'est quand même la bonne idée parce que si t'es les Knicks et que grosso modo le pivot tu le mets pas sur Towns, t'as tout intérêt à donner la balle à Towns pour attaquer des plus petits. Alors ça a été Jalen Williams en deuxième mi-temps. Là en première mi-temps c'est Kenrich Williams. Voilà, c'est quand même plutôt des profils déliés. Et si t'es New York, on est d'accord que t'as quand même plutôt intérêt à essayer d'insister là-dessus en se disant, si toi tu veux un peu jouer avec les match-up et que tu mets un plus léger sur Towns, moi je vais l'attaquer quoi en fait. Ah mais c'est là où OKC est super fort, c'est qu'ils te font croire qu'un post-up de Karl Anthony Towns, c'est la solution à ton attaque. Alors qu'on sait très bien que c'est une option en fait assez peu efficace en termes macro quoi. Sur la longueur d'un match, si c'est ça ton attaque. En plus avec les Knicks, qui est une équipe qui a une fréquence à 3 points qui est quand même relativement faible, et on sait que les post-up de Karl Anthony Towns, c'est pas les situations qui créent le plus de tirs à 3 points ouverts à l'opposé. Donc c'est là qu'ils sont forts, c'est qu'ils te disent effectivement tiens, si tu veux nous battre, bat-nous avec 48 minutes de post-bas de Karl Anthony Towns. Avec en plus Hartenstein, tu vois, c'est là où on peut faire le lien entre le pick and roll et cette option, c'est que Hartenstein était toujours là en deuxième rideau, même sur les attaques au poste bas quoi. Donc c'était un peu suffocant à la fois pour Brunson et à la fois pour Karl Anthony Towns. Et quand tu arrives à museler ces deux options offensives, tu as besoin d'un match incroyable de Miles Bridges, de Mikal Bridges pardon, d'un match de Mikal Bridges ou de OG Anunoby, mais qui est pas en forme en ce moment. Donc et comme ça n'a pas été le cas forcément, disette offensive du côté des Knicks pour ce match-là quoi. Tout à l'heure, on a vu une action où effectivement Hartenstein était venu aider sur le post-up de Towns. Donc que se passe-t-il? Même action, pareil. Hartenstein qui veut aider depuis le haut, il descend pour aider sur le post-up. Et cette fois, Towns, il est prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il spin de l'autre côté, il attire la faute. Voilà, il y a quand même eu des bonnes séquences pour le coup. Mais on est vraiment sur, comme tu dis, il est capable. D'ailleurs là, pareil, un contre un. Alors pour le coup, Hartenstein n'est plus sur le terrain. C'est Jalen Williams. Mais là encore, vous voyez que qu'est-ce que fait Josh Hart? Il se met le plus haut possible, alors que c'est pas un shooter, mais il se met le plus loin possible du panier pour éloigner au maximum le pivot. Mais et donc vrai 1 contre 1 de Towns qui peut attaquer Kenrich, elle est au panier rapidement. Ça peut marcher, mais clairement on n'est pas du tout. Tu vois, si on combine à la fois le pick and roll qui a été freiné par ça et même tout le reste de l'attaque, ok, le post-up peut marcher. Mais on n'est pas sur un modèle d'attaque qui peut générer autant de points à gros volume que la vraie attaque des Knicks, grosso modo. Alors, on a eu plein de petites variantes aussi. On a parlé du côté, Josh Hart, tu vas te mettre sur l'aile à 3 points pour essayer de créer un faux spacing en éloignant du panier et au moins pour rendre compliqué l'angle de Dead. S'il veut aider, il peut aider, mais il peut descendre. C'est plus compliqué. C'est pas le même angle. Bref. Mais il y a aussi le côté, là, on l'a vu, on lui donne le ballon à Josh Hart aussi. C'est aussi une tactique quand t'as un roamer, un safety sur toi, tu donnes le ballon à celui qui a le mec en l'occurrence, et t'essaies de l'impliquer au panier. Mais voilà, tu vois, ça marche parfois. Là, encore une fois, on a sur l'action que je décris, Josh Hart qui se met sur l'aile, donc Hartenstein y est aussi. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est un faux pick and roll, on renverse le jeu de l'autre côté complètement. Et donc Towns qui a sur lui le plus petit Jalen Williams, il attaque sur du drive, il va au panier. Et en effet, Hartenstein est bloqué dans le périmètre et donc l'aide au panier c'est Isaiah Joe et donc le drive est totalement libre. Donc oui, c'est New York a aussi trouvé quelques parades. Évidemment, on n'est pas tout blanc tout noir,
mais clairement, on n'est pas du tout sur. Voilà. Principalement, c'est les questions de match-up qui ont permis que OKC a limité, grosso modo, la manière d'attaquer des Knicks et la manière de générer le plus de points possible, quoi. Les post-up ou les drives de 4, c'est très bien, mais ça remplace pas la vraie attaque, quoi, finalement, des Knicks qu'on connaît. Alors que là encore, hein, vous voyez que en plus, deuxième mi-temps, on a un pick and roll sur le côté, sur l'aile, entre Brunson et Michael Bridges. Ok, sur l'autre aile, se met Josh Hart pour essayer, encore une fois, d'être le plus loin possible. Mais Hartenstein, il a compris. Au bout d'un moment, deuxième mi-temps, il a compris. Il abandonne totalement et il est très très tôt dans la possession. Il vient aider au panier et il annihile totalement ce qui était pourtant un tir au panier sans ça. Mais voilà, donc même ces trucs et astuces, tu vois, de positionnement, voilà, bah ça marche plus. Là, on a un contre-move qui marche chez Josh Hart en poseur d'écran, comme ça, Hartenstein est impliqué sur l'action et pas en roamer, ok. Mais voilà, grosso modo, on a quand même une défense de Casey qui a été fabuleuse, hein, pour le coup, et qui a permis tout ça. Bref, qu'est-ce que c'est ça? C'est, oui, donc Towns qui va attaquer du Jalen Williams parce qu'il est plus petit. Bref, et de l'autre côté, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que justement, les Knicks ne jouent peut-être pas tant que ça avec les match-ups. Et on a assez souvent Kat qui est sur le pivot adverse. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah ouais, non, clairement. Et ça joue. C'était un petit peu c'est ce qu'on avait dit en début de saison. Bah, c'est ce qu'on avait dit en début de saison. On s'attendait peut-être à voir OG Anunoby plutôt sur la défense du poste 5. Notamment face à, il y avait un super match, avec pour le coup, des ajustements tactiques face aux Rockets de Sengun en début de saison, où on avait un peu alterné entre Kat, mais qui du coup avait beaucoup de mal sur pick and roll. Mais du coup, OG Anunoby avait plus de mal sur post-up. C'est vrai que face au Thunder, on a beaucoup eu Karl Anthony Towns sur Isaiah Hartenstein, avec par contre des tentatives de défense en edge, en pick and roll, et pas forcément en drop, ce qui par contre pour le coup ouvre le jeu de short roll de Isaiah Hartenstein, et c'est comme ça qu'avait commencé le premier match avec un pick and roll central, J-Dub, Isaiah Hartenstein, un blitz de 4, Isaiah Hartenstein ouvert sur le short roll, des bonnes rotations du second rideau des Knicks, mais 3 points ouverts quand même, quoi. Donc Ça m'étonne parce que je pensais que Anunoby servirait un peu à ça en termes de facilité. Il serait sur des pivots et qu'on mettrait Towns ailleurs, alors que là c'est pas le cas. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? OKC a attaqué SGA assez facilement, hein, pour le coup, en termes de pick and roll 1-5 classique. T'impliques, vu que Towns est placé sur le pivot Hartenstein, c'est parfait. Là on a une première action par exemple où il monte assez haut et donc comme tu l'as décrit, la passe par dessus, et Hartenstein, vu que c'est lui, on a affaire à un bon passeur qui trouve l'ouverture dans la défense, extra passe et ça score. Et puis juste en fait très simplement sur des drops, on voit que Kat reste assez bas. C'est peut-être, je trouve, la pire chose à faire parce que t'as affaire peut-être au meilleur shotmaker de NBA actuellement sur le mid-range, et donc il faisait un pick and roll très très simple, hein. Pick and roll 1-5, Towns qui reste assez bas et SGA qui s'y fait plaisir. Alors qu'est-ce qui a été fait très très vite? Vous voyez que je l'ai écrit à l'écran, c'est qu'on a un peu paniqué, on a dit bon tant pis, on change de match-up, on le met sur on le met sur Lou Dort, j'arrive plus à articuler. Mais là encore, OKC a répondu avec des pick and roll en impliquant Lou Dort et donc Towns. Et là, on voit que c'est juste un écran entre petits et Isaiah Joe qui peut se libérer un pick and pop parce qu'on a impliqué Towns qui réagit pas bien. Et ça fait un 3 points d'ailleurs, gros match, hein, de Isaiah Joe sur ce match-là. C'est quoi? C'est 30-31 points, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, tu vois, autre possession, il est sur Lou Dort. Qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll SGA avec Lou Dort. Et là encore, ça donne extra passe, pick and pop et 3 points, rebond offensif. Mais voilà, c'est clairement, on a cet aspect, je trouve, hein, où on laisse pour l'instant 4 assez facilement sur des pivots. Et ce qu'on a vu, c'est que OKC a ciblé. Alors, soit avec SGA, là on voit avec Jalen Williams qui fait des screens, des re-screens, qui va au panier pour des drives. Mais que ce soit les pull-ups de Jalen Williams, que ce soit les drives de Jalen Williams, que ce soit les pull-ups de SGA, en fait, t'as moyen de punir totalement ce genre de configuration parce que il est pas bon en drop. Et donc, si tu laisses cet espace à des mecs qui sont capables de punir, dans la mi-distance, je veux dire, ouais, c'est cool. Et pas que. Là, sur ce match, tu vois, on a eu aussi Isaiah Joe avec son petit tir sur des dribble and off. Parfois, il sortait et 4 était un peu bas. Là, on voit à l'écran, hein, c'est pas forcément un pull-up de SGA, mais c'est une création de décalage. Et donc, on a 2 qui vont rester. On le laisse pénétrer après l'écran. Ok. Il y a plein d'aides qui accourent. C'est très bien. Et sauf que, d'ailleurs, j'ai pas dit, excellentissime match de SGA à la passe. Je trouve qu'on a vu des séquences de jeu où il libérait la balle sur des drives avec un timing qu'on lui connaissait pas trop.
c'est-à-dire un peu en amont de l'action et pas trop sur le read and react, mais tu sais un peu en retard, je vais pas dire en retard, mais un peu tard. On va dire. Ouais. Là, je trouve qu'il y avait des libérations de balles qui étaient très tôt et qui ont permis, comme on a vu sur l'extrait, un peu de faire extra pass, d'exploiter le pick and roll. Bah après, les schémas un peu prévisibles d'Enix aident aussi, quoi. C'est-à-dire que Exactement. comme il y a très peu pas de versatilité, c'est l'autre mot que tu Polyvalence. de polyvalence. Comme il y a très peu de polyvalence défensive, forcément, lui, comme il avait déjà joué contre eux la semaine d'avant, donc c'est clair qu'il savait à peu près à quoi s'attendre. La seule chose que j'ai noté sur le premier match sur la défense du pick and roll de Knicks, c'est que j'étais un peu sévère j'étais souvent très sévère avec la navigation d'écran de Michael Bridges. J'ai trouvé qu'il était pas si ridicule que ça contre SGA. Mais le problème, c'est qu'après, t'as 4 Anthony Towns en drop. Donc, je trouvais que c'était beaucoup lui demander d'être en plus bon sur la navigation d'écran. Ouais. Mais j'ai trouvé ça pas si mal que ça en termes de défense pure, quoi. Je trouvais qu'il bougeait bien ses hanches et qu'il arrivait à rester devant. Autant que faire se peut face à SGA. Là où je trouve ça inquiétant et pourquoi j'insiste, c'est que je pense que là, c'est encore un match de saison régulière, mais qui a quand même un peu des accents de playoff, entre guillemets, dans le sens où le nombre d'actions où on a vu un pick and roll qui va cibler Towns, je pense que c'est ce qu'on va voir exactement en playoff. Donc, c'est là-dessus où on en parlait au moment du trade, mais pour moi, c'est un point central à quel point tu peux arriver à jouer avec les match-ups. Parce que si tu le fais pas, si tu laisses Towns sur un pivot, je pense qu'en playoff, c'est pas le même jeu, quoi. C'est littéralement, t'as les coachs qui réfléchissent, enfin, qui disent non, mais tant que ça marche, on continue, quoi. Et donc, si tu tombes sur je sais pas moi, sur les Cavs et que tu laisses 4 sur Jarrett Allen, bah, tu vas te prendre des pick and roll encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que, soit jusqu'à ce que tu changes au niveau de match-up, soit jusqu'à ce que tu perds la série, en fait. Donc voilà, ce côté-là, je voulais en parler parce que c'est pas rien et ça peut même être une faiblesse, entre guillemets, qui peut être accentuée au niveau des playoffs. Et puis l'autre manière d'attaquer, vous la connaissez, c'est les pick and roll entre petits pour OKC. Donc c'était pick and roll entre SGA et Case Wallace ou être SGA et Isaiah Joe. Et on voit que soit ça switch et donc SGA peut aller cibler un Jalen Brunson au poste bas ou sur isolation, soit ça switche pas et donc il y a deux qui restent sur SGA, ça fait un pick and pop pour Isaiah Joe. Enfin voilà, ça vous connaissez un peu les classiques de les deux manières d'attaquer de OKC, notamment la deuxième qui sont les pick and roll entre petits où à chaque fois la défense doit faire un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on switch mais on concède un mismatch à SGA ou est-ce qu'on switch pas mais on concède un décalage, on concède un pick and pop, on concède un roll. J'ai montré un pick and pop, mais voilà, vous savez très bien que ça arrive maintenant. Pick and roll avec cette fois non pas Isaiah Joe mais Aaron Wiggins, et qui je trouve est un excellent partenaire de pick and roll. T'en as parlé je crois tout à l'heure là. Ouais. Mais qui lui il va pas aller au pick and pop, il fait un très bon écran, il roule au panier et là encore vous voyez que ça veut pas switcher. Michael Bridges reste accroché, Jalen Brunson il compense un peu, il veut faire un show et recover, sauf que il recover pas assez vite dans l'occurrence et Wiggins va au panier quoi. Donc voilà, cet aspect là, ça on le sait aussi, mais c'est vrai que bon, je veux pas être non plus trop défaitiste hein. Mais tu vois, ça fait quand même pas mal de points, sans vouloir être faire dans le catastrophisme. Mais entre, tu peux stopper le pick and roll, le Brunson, si t'as les bons schémas et que tu fais des pick and roll agressifs. Tu peux cibler un Towns si ça joue pas assez bien avec les match-up. Tu peux cibler dans les pick and roll entre petits aussi Brunson. Bon, c'est vrai que c'est pas rien, quoi. Pour le coup, l'obstacle des playoffs pourrait mettre en lumière certains trucs, quoi, je trouve. Ouais, totalement. On est d'accord. Bon, juste quelques passes d'Hartenstein hein, pour ceux qui sont en vidéo, je vous laisse déguster, mais on va pas inciter ceux qui sont en podcast. Sachez qu'on va arrêter ici pour les matchs. On a déjà plus d'une heure et demie, je crois, dans 1h40 même d'émission, si je ne dis pas de bêtises. Donc on se garde le Pelicans Boston d'aujourd'hui, surtout que demain on aura Azad. Donc Azad, c'est bon. aussi de Boston. Donc voilà, on se garde pour demain. Il a fait son 10 takeaway en plus, donc il sera bon. Voilà, on pourra en parler. C'est parfait, comme ça nous on peut conclure ici. Est-ce qu'il reste des gens dans le chat pour le J'ai joué avec? On va voir si FD va être bon au niveau du J'ai joué avec. Donc, moi perso j'ai un pronostic hein. Je pense que je vais pas être bon. Rappelle-moi les règles quand même. Alors, nous cherchons un joueur mystère, ok? À partir de là, je vais énumérer ses coéquipiers de 50 jusqu'à 1. En termes de fréquence, du coup. En termes de fréquence de coéquipier. Inversé. Ouais. Parce que si je commence à 1, ça peut être un peu trop facile. Donc, on va de 50 jusqu'à 1. On est là, super, on nous dit Abracadabra, Choum, Malakov, Wikoz, pardon. Bamzerito, tout le monde est là.
On est là, oui, joueur en activité, puisque ce n'est pas Nico, ce n'est pas Antoine, donc on reste sur un joueur en activité. On se garde les joueurs vintage pour, pour les anciens. Parce que Antoine a eu DJ Augustine, qui était pas sympa. DJ Augustine, non, c'est peut-être Nico. Bon, bref. On est parti, le j'ai joué avec, le numéro 50. Sache que c'est Malaki Brannan. Malaki Brannan a joué 33 matchs avec notre joueur mystère. Malaki Brannan. C'est Rudy Gay. Non. Numéro 49, Luka Samanic. Harrison Barnes. Non, mais t'es pas obligé de faire une proposition à chaque fois. Hein. T'es sûr, parce que je peux, hein. Je pense que je connais 50 joueurs NBA. C'est pas comme. je vais quand même garder le chat à côté. Donc on a dit Malaki Brannan, Lukas Samanic, Dennis Schroeder. Il a joué 40 matchs avec Dennis Schroeder. Ok. 48e de la liste. 47e, c'est Tadeusz Young. 46e, c'est Ochai Agbaji. 41 matchs avec Ochai Agbaji. Le problème, c'est qu'il est jeune. Il est jeune, mais il a beaucoup voyagé. donc voilà. 41 matchs avec Agbaji. 45e, c'est Jérémy Sohan. Ah, donc c'est les Spurs, ça. 44e, RJ Barrett. 43e, c'est Patrick Patterson, l'ancien. Quoi ? Il a joué 43 matchs avec 44 matchs avec Patrick Patterson. Waouh. Eh oui. Numéro 42, nous avons Malachi Flynn. Ça c'est encore les Raptors, ça. Numéro 41, Shimezi Metu. Jordan Clarkson ? Non. Je crois que le chat t'a battu. Pour le coup. Jakob Poeltl. Exactement, bravo. T'as triché. T'as triché. Ah, mais bien sûr, j'ai triché, j'ai lu le chat, ouais. Oh, non, mais. Non, c'était Poeltl, ouais, effectivement. C'était Jakob Poeltl, tout à fait. Jakob Poeltl. Et donc maintenant, la suite du jeu, c'est. Il faut trouver le top 10. Maintenant qu'on sait que c'est Jakob Poeltl, qui sont les 10 coéquipiers les plus fréquents. De Jakob Poeltl. Je vous attends aussi dans le chat. De Jakob Poeltl, il a beaucoup joué avec. Avec DeRozan, non, quand même. DeRozan, ouais, Malakos nous dit DeRozan. Effectivement, DeRozan est le numéro 1. Il a joué 150 matchs avec DeRozan. Et en fait, le truc, c'est que DeRozan, il a joué à Toronto, premier passage, puis ouais, et puis aux Spurs. Il était dans l'échange, ouais. Effectivement. Là, je regarde pas le chat en plus, hein, donc. Laurie, voilà. effectivement. Kyle Lowry, est-ce qu'il. Attends, avant que je dise des bêtises, je le vois pas, Kyle Lowry. Mais non, il est pas là. Mais comment ça se fait ? Bah non, il a pas joué tant que ça avec Kyle Lowry à Toronto, il est parti. 19e, non. 19e, Kyle Lowry, 128 matchs, ouais, effectivement. Bah après, t'as les mecs des Spurs de ces années-là. T'as Derrick White. Derrick White est 3e, bravo. Rudy Gay que j'ai cité avant. Garin Chen nous propose Dejounte Murray, qui effectivement est 6e. Dejounte Murray, tout à fait, ça marche. Rudy Gay. Oui, Rudy Gay est 5e. Quasiment 200 matchs avec Rudy Gay, tout à fait. À l'époque, à Toronto, il y a Van Vliet, Siakam. Siakam, oui, numéro 7, en effet. On a aussi proposé Keldon Johnson. Je ne m'attendais pas, mais en effet. Keldon Johnson, 186 matchs avec Jakob Poeltl, tout à fait. Attends, un mec qui est aux Spurs tout le temps, là. Patty Mills. Patty Mills, en effet, bravo. Bamzerito l'avait trouvé avant toi. Patty Mills, deuxième. C'est le deuxième coéquipier le plus fréquent de Jakob Poeltl. Il y a la Marcus Aldridge dans le chat aussi, parce que là maintenant on fait les fonds de tiroir. On fait les fonds de tiroir là. Vous dites qu'il respecte rien sur le quiz. Est-ce qu'on peut faire le Zidane en live la prochaine fois? Non. D'accord. La Marcus est 10e, ouais, en effet. La Marcus est 10e de ce classement. 156 matchs, en effet. Norman Powell n'y est pas. On les a tous là ou pas? Qui soit dans le top 10. Non, il en manque. FD, il faut lui expliquer toutes les règles. Ouais. Bah oui, les gars, je suis arbitre, donc si vous me donnez pas toutes les règles, moi je vais tricher. Hein. Norman Powell est 17e. C'est bien pour un arbitre, ouais, on nous dit. Il nous manque 2 joueurs. Anunoby? Non? Alors, Anunoby n'est pas dans le top 10, il est 16e, Anunoby. Okay. On a aussi Trey Jones qui est 15e, par exemple. On a à l'ancienne Marco Bellinelli aussi, époque Spurs il y a longtemps, qui est 14e. Fred VanVleet 13e.
Nous avons David Vassell 12e, Valanciunas 11e. Gary Neal. Ou Gary Neal, tu vas moi. Je suis même pas sûr qu'il joue à Gary Neal du tout. Gary Neal est parti des Spurs. Vassell est 12e, mais donc pas dans le top 10. Il nous en manque 2. Il manque le 4e. Non, il ne manque qu'un du coup. Non, 2, pardon. Il manque le 4e et le 9e. Le 4e était de la fac de Miami. Lonnie Walker. Eh ben bravo. Alors là, qu'est-ce qui se passe, FD, tu connais Spurs et les facs, je connais un peu les facs quand même. Ok, je m'y attendais pas. Ok. Oui, effectivement, c'est Lonnie Walker qui est dans le top 4. 196 matchs, en effet. Et le 9e, pour compléter ce top 10, on a un joueur, je peux vous dire, qui est passé où ? Un joueur qui est passé par Milwaukee, par San Antonio, un peu par Denver aussi, par Minnesota, mais surtout San Antonio, sa carrière. C'est pas Primo, mais c'est un autre qui a eu des problèmes de hors terrain, je crois. Effectivement, c'est Bryn Forbes. Bravo, Bamzerito. Bravo, c'est Bryn Forbes. Et donc, ça nous fait du DeMar DeRozan, Patty Mills, Derek White, Lonnie Walker, Rudy Gay, Dejounte Murray, Pascal Siakam, Keldon Johnson, Bryn Forbes et Lamarcus Aldridge. Et ben voilà. Bon, c'est quelques semaines quand on a un candidat qui triche. Hein. Ouais, tricher. Il n'y a pas de points, personne ne compte ici, donc on a le droit. Voilà pour le top 10. Écoute, ça nous fait une bonne émission. On a quasiment 2 heures déjà. Mais aussi, faut dire au chat qu'il faut quand même leur rappeler pourquoi j'ai envie de tricher. Je suis encore au bureau là. Je suis sur mon lieu de travail là. Donc, il est 23h30. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de fibre. Donc, je rappelle que je suis dans mon bureau. Donc c'est aussi pour ça. Voilà, il est minuit. Super. Je suis là dans cette heure, quoi. Bref, merci beaucoup FD pour cette soirée, pour cette quotidienne. Merci à tout le monde dans le chat, comme d'habitude, c'était très cool. Et puis on se dit donc après ce j'ai joué avec légendaire ou pas. On se dit à demain pour une prochaine quotidienne. Merci à tous, salut à tous. Ciao, bonne soirée.